2, France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver, nous sommes mercredi et aujourd'hui il y a du beau monde dans le studio de France Maghreb 2 du Grand Forum, puisque aujourd'hui on va recevoir une nouvelle candidate à notre concours que nous avons lancé à la recherche du futur talent, parce que nos chroniqueurs sont un peu vieillots, donc faut commencer à les remplacer, hein. Du coup on a fait appel à la jeunesse pour le coup, et Damien Charles qui est avec nous aujourd'hui, que je salue. Salut Damien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Damien qui est parrain d'une jeune candidate. Oui, je suis très fier aujourd'hui. Ah oui, nous accueillons Yousra. Yousra, bonjour et bienvenue Yousra. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Elle n'est pas venue toute seule, on va saluer d'ailleurs tes copines. Oui, j'ai deux copines avec moi. Alors, bonjour mesdemoiselles. Il y a Kenza et il y a Farah, voilà. Farah et Kenza, le trésor qui est là. Exactement. Voilà. Et qui ont été un petit peu embêtés par Enver, vous ont mis, hein? Oui, il y a beaucoup de monde en fait dans le studio aujourd'hui. C'est bizarrement. Il est pas très sympathique avec les gens d'Orléans, j'ai remarqué. Ouais. Mais t'inquiète pas, on va s'occuper de lui vendredi. Pas du tout de quoi vous parlez. Tout ce que j'ai à dire, c'est que quelqu'un s'appelle Kenza Farah ici et ça ne gêne personne. Humour quand tu nous tiens. Tout ce que j'ai à dire. Orléans, ville magnifique. Ça mérite ça. À visiter. Un bon petit buzzer, voilà. Bon, alors, présente-nous un petit peu ta filleule, mon cher ami Damien. Je pense qu'elle va être capable de se présenter toute seule. Ah d'accord, tu mets un mot. Alors, présente-toi un petit peu aux auditrices, aux auditeurs, cher Yousra. Alors moi je m'appelle Yousra, j'ai 19 ans, j'habite près de la ville d'Orléans. Ouais. Je suis étudiante en première année de classe préparatoire. Ouais. Et donc je suis venue pour participer au concours du Grand Forum. Eh bien, sois la bienvenue. On va saluer aussi celui qui nous prépare le thé gentiment, sympathiquement. On en profite d'ailleurs parce que c'est bientôt le Ramadan, hein. Donc on en profite. Notre ami Nadir Kaya qui est avec nous et qui nous prépare gentiment un bon petit thé. Il est en cuisine. Il est en cuisine, voilà, c'est ça. Bonjour à tous. Salut Damien, Nadir, ça va? On t'a vu à la ouais, ça va. On t'a vu à la télé ce matin. C'est mon sosie. Ouais. Et oui, Nadir était sur l'émission de Pascal Pro à 9h, c'est ça? Ouais, il s'est levé tôt, hein, pour aller voir Pascal Pro. Oui, c'était ce matin à 9h, effectivement. Je sens que ça va être une émission très spéciale. Oui, j'ai l'impression aussi. Alors, Damien, tu nous as préparé un avis tranché. Oui, sur le suicide des policiers. Ah oui. Et j'espérais donc le faire juste après de celui de Yousra. Oui. Puisque les deux communiquent un petit peu sur la réflexion et les solutions. Alors Yousra, justement, le thème que tu as choisi dans ta vidéo que tu nous as envoyée, c'est... les relations entre la jeunesse et la police. D'accord, tu as eu affaire à la police? Non. Non. Pas réellement, mais j'ai beaucoup observé. Donc. D'accord. Tu en as fait une thèse? Non. Laisse-lui le temps quand même. Simplement un avis tranché. Bon, très bien. Et puis Yousra, tu vas peut-être en profiter pour saluer tes premiers fans qui t'écoutent cet après-midi à la radio. Exactement. Alors déjà, il y a ma petite maman, ma maman Asia, qui m'a poussé à participer au Bravo concours. Asia. Bravo Asia. Bravo. Et puis ensuite, voilà. Et puis ensuite, il y a mon père, ma petite sœur, mes petits frères, voilà. Et ensuite, il y a mes copines qui J'aime sont bien le voilà. Il y a mes copines également et leur famille, donc voilà, dédicace à tout le monde. Voilà. D'accord. Vous êtes où proche d'Orléans? C'est à quelle ville? Moi j'habite juste à côté de Jargeau. Jargeau. Voilà, ça ne s'invente pas. Ça commence déjà à rigoler. Alors la campagne c'est très bien, c'est tranquille. Ouais. Et ça nous empêche pas de monter sur Paris aussi. Hein, donc la preuve, beau, la campagne. La preuve, vous êtes là. Exactement. Donc formidable. Eh bien, c'est parti pour le programme de ce LGF qui s'annonce très spécial sur France Maghreb 2 jusque 18h. Soyez les bienvenus, messieurs dames. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, pour Jean-Pierre Chevènement, il est dangereux de désigner un nouvel antisémitisme musulman. France, Bagui Traoré, de nouveau devant la justice. Les affaires judiciaires se succèdent pour les 4 frères d'Adama Traoré. Aujourd'hui, c'est Bagui Traoré qui doit comparaître à Pontoise dans un dossier d'extorsion. Bagui Traoré, nous ferons le point dans cette émission. La question LGF, ces prochaines semaines offrent à Macron une opportunité qui pourrait renforcer le prestige de la France et contribuer à refaire d'elle un acteur majeur de l'échiquier moyen-oriental. La France peut-elle jouer les médiateurs dans les crises du Moyen-Orient? Selon vous, vous répondez oui sur Facebook ou non, ainsi que sur Twitter. LGF officiel, évidemment. Et pour terminer tout à l'heure, Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Oui, l'authenticité règne au quotidien dans cette émission de 16h à 18h avec
Aujourd'hui, monsieur Damien Charles qui est avec nous, accompagné de monsieur Nadir Kaya, la star télé du LGF, maintenant on peut le dire. et si Yousra, donc candidate à notre concours qu'on a lancé, elle nous vient d'Orléans, oui. Exactement. Tout près d'Orléans, voilà, une belle région, Juste une à belle côté ville à d'Orléans. visiter. Une belle ville, exactement. Bienvenue à tous à Orléans. Voilà, il y a même Jeanne d'Arc. Voilà, c'est exactement. formidable. Donc Yousra a 19 ans, elle est en première année de prépa. Voilà. Une scolarité. C'est un petit peu dur la prépa, mais ça va, on s'accroche. Ouais. Sinon le reste ça a été Oui, les doigts ça dans le va. nez, on va dire. Je dirais pas les doigts dans le nez. Mais Maintenant ça va mieux en fin d'année, mais en début d'année il fallait s'adapter au niveau, du coup c'était un petit peu difficile. Mais là ça va mieux. alors, Yousra est marocaine, Voilà, exactement. d'origine marocaine. Voilà, mes deux parents sont marocains, on vient de la ville de Marrakech au Maroc. Ah, en plus. Très bien. Voilà, Ouais, exactement. ça me va très bien. Moi. Marrakech, voilà, Ouais. exactement. Asia, c'est quand vous voulez. Hein. On vient à Marrakech. Asia et mon papa c'est Ayad. Ayad. Voilà. Bon, Très bien. eh bien, on les salue en tous les cas. Et- De Marrakech même ou Marrakech même. Voilà. Ah ouais. quel quartier? GMF, non. Alors non, c'est le quartier qui s'appelle Douar Aïb. Mhm. Et ensuite ma mère vient de ce quartier-là et le quartier de Sidi Ismail Ali aussi. Ouais, Voilà. très bien. Très Super. Bien. T'as vu, monsieur Nadir? On a voyagé là. On a voyagé. On a voyagé. On a senti les saveurs de Marrakech là. Ça donne envie. C'est dommage par contre qu'ils ont construit beaucoup d'hôtels Marrakech. Ils ont un peu Bah, cassé le. C'est vrai que ça dénature Le charme. un petit peu d'un côté de la ville, voilà exactement, ça lui enlève son charme. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de monde qui est attiré par la ville de Marrakech, donc après cette population-là, il faut l'accueillir. Mais c'est vrai que le prix, ça coûte beaucoup, et puis la ville se dénature un peu, il y Ouais. a un petit peu les traditions qui se perdent aussi, mais bon. Heureusement qu'il y a les montagnes à côté, on peut aller Voilà, justement chez exactement. l'habitant boire le thé. Olika, Okaimden, Chichawa, Au tout ça, Camden, tout bien ça, sûr. voilà. Ouais. Et vous savez que le thé, j'ai bu du thé au Maroc, ils ont jamais le même goût. C'est extraordinaire. Ouais. Chaque goût est Ouais, unique, chaque thé, exactement. voilà, chaque thé est unique. Bon, il y a même celui de Nadir Kaya qui est unique. Hein. Alors, tu lui donnes quelle note à ce thé, Yousra? Alors, désolé Nadir, mais il est pas meilleur que celui de ma maman. Hein. Ah. Donc, J'imagine. je vais mettre un 7. Allez, 7 sur 10. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, alors, messieurs, dames, plusieurs choses à vous dire. D'abord, sachez que le LGF va se délocaliser. D'ailleurs, Yousra, t'es la bienvenue le 20 juin prochain. On va Oui, faire on de la t'attend de le fiesta faire. du côté, le 20 juin, au Cabaret Sauvage, un très bel endroit. N'ayez pas peur du mot, c'est un bel endroit. Non, ça peut faire peur pour ceux qui connaissent pas. Mais franchement, c'est un endroit magnifique. Damien et Nadir, peut-être que vous l'avez vu, pas encore, De l'extérieur. de l'extérieur. Oui, de l'extérieur aussi. Bon, bah vous allez rentrer à l'intérieur, vous aurez le droit ce soir-là. en Oui. tout cas. Donc avec des artistes de renom qu'on va commencer à vous dévoiler d'ici quelques jours. En tout cas, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place. Faites vite parce que c'est dans la limite des stocks disponibles, des places disponibles. Et c'est une soirée privée. Donc voilà, on vous invite, messieurs, dames, auditrices, auditeurs du LGF et de France Maghreb 2 à venir nous rencontrer, à venir partager un bon moment ensemble. Il y aura des musiciens professionnels qui vont accompagner des artistes. Donc on met les petits plats dans les grands là, si je puis dire. Le 20 juin prochain, la veille de la fête de la musique, donc on commence en avance. Pour réserver votre place, c'est tout simple. Vous allez télécharger votre billet, c'est gratuit, hein, n'ayez pas peur. C'est sur le site www.cabaretsauvage.com. On va vous mettre, je pense, dans les quelques heures, voire un jour à venir, les liens utiles sur la page Facebook France Maghreb 2. Ça c'est important et on ne cessera de le rappeler. Et il y aura du beau monde, des artistes de renom qui vont venir. Des artistes coup de cœur du LGF pour le coup. Voilà, c'est notre soirée, donc on a invité les gens qu'on aime. Ça tombe bien. Alors, la question du jour aujourd'hui, elle est en rapport évidemment avec ce qui se passe du côté de la visite officielle de Emmanuel Macron, visite d'État aux États-Unis. Est-ce que, selon vous, la France peut-elle jouer un rôle de médiateur au Moyen-Orient? C'est la question que l'on vous pose et pour l'instant, bien vous êtes en grande majorité à penser que non, la France ne joue aucun rôle, en tout cas certainement pas de médiateur dans cette région-là. Pourquoi on pose cette question? Parce que Macron a tenté de faire changer d'avis Donald Trump sur l'accord iranien et pour l'instant bien le résultat est clair et sans bavure. J'ai envie de dire, sur Twitter vous êtes 71% de non, à dire que non, la France ne pourra pas jouer le rôle de On est médiateur, passé à 79%. pour 79, et c'est un peu plus tranché, j'ai envie de dire, sur Facebook. On était à combien sur Facebook? 12 et 88. 88%, voilà, de gens à penser que effectivement la France ne peut pas jouer un rôle de médiateur. Tiens, Nadir, est-ce que la France, selon toi, peut jouer un rôle de médiateur au Moyen-Orient?
comme ça, au vu de la situation et de la dégradation de l'image de la France à travers ces anciens présidents qui étaient Hollande et Sarkozy, je pense que non. Il y a trop à faire. La France aujourd'hui, elle a perdu l'aura qu'elle pouvait avoir il y a quelques 15-20 ans. Donc je ne pense pas que Emmanuel Macron, avec son dynamisme et sa jeunesse, va pouvoir remettre la France à niveau, surtout au niveau international. On a pu voir un petit peu les images avec Monsieur Trump. Donc on a vu le papa et le fils. Donc je pense qu'il n'a pas la stature encore suffisante pour pouvoir vraiment mettre la France au centre de ses intérêts et éventuellement agir pour cette région-là. Damien, est-ce que la France peut-elle jouer un rôle de médiateur au Moyen-Orient ? Aujourd'hui, non. De mon avis, la première raison, c'est d'abord qu'on imagine que Emmanuel Macron souhaiterait briguer un deuxième mandat. Oui, ça c'est clair. Et donc se lancer dans des aventures de négociation ou de médiation au Moyen-Orient, c'est très risqué, surtout en ce moment. Ouais. Donc je pense qu'il n'a pas envie d'éroder sa stature internationale. On a vu ensuite que Emmanuel Macron était un excellent négociateur et sur le plan des relations commerciales, il avait eu une certaine aura en Chine, il s'était plutôt débrouillé avec certains pays d'Afrique. En tout cas, il parle mieux anglais que François Hollande. Ah bah, c'est sûr que c'est un avantage non négligeable pour avoir il a même l'accent américain. des conversations franches avec non. Ah ouais Trump. Non, je trouve qu'il a pas du tout l'accent américain. Non. Ah ouais ? J'ai trouvé, moi, un petit peu. Parce qu'il parle bien anglais. Oui. Oui, il parle mieux anglais que François Hollande, mais... Ah oui, mais en vrai, qu'il n'y a pas de mal. Hein. Ouais. Je pense pas que c'est ça qui va l'aider à s'imposer face à Trump. Hein. Quand on voit un petit peu les images, il lui a bien fait comprendre que le chef c'était lui, le chef du monde c'était lui, qu'il allait être obligé de suivre un petit peu sa volonté, notamment sur le fait de changer le fameux accord avec les Iraniens. Ouais, réponse d'ailleurs le 12 mai pour savoir si Trump déchire ou pas l'accord iranien. On va en parler dans un instant plus en détail. Vos appels au 01 40 33 9000 si vous souhaitez évidemment nous répondre à cette question concernant le rôle de médiateur que la France pourrait peut-être avoir dans cette région. Yousra, est-ce que tu suis un petit peu cette actualité ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que la France sur la scène internationale, pour toi, elle pèse, elle est respectée ou pas ? Elle est respectée, oui, je pense qu'elle pèse sur la scène internationale. Par contre, concernant le Moyen-Orient, je trouve que Emmanuel Macron a une position un peu ambivalente, je dirais. D'un côté, il y a déjà la place de l'Arabie Saoudite. Ouais. Donc, par exemple, on parle beaucoup sur nos télés, dans nos médias. Également, Emmanuel Macron parle beaucoup de la Syrie. Mais comme on est très amis, on va dire, avec l'Arabie Saoudite, on parle pas beaucoup du Yémen. Donc, pour moi, tout le Moyen-Orient n'est pas réellement pris en compte et du coup, je pense pas qu'il peut avoir une place de médiateur. Pas du tout. Elle me plaît bien. Quand même, moi aussi, là, c'est très bien parti. Yousra, c'est vrai que le Yémen, on n'en parle quasiment pas. Voilà, hier, il y a eu d'ailleurs des atrocités. Ce qui se passe au Yémen, c'est horrible. Et... C'est tabou apparemment. Voilà. C'est une guerre qu'il faut pas nommer ou auquel il faut surtout pas réagir. Ouais, effectivement. Et la France, on va parler de complicité parce qu'elle vend des armes aux Saoudiens. Et c'est des armes françaises qui sont utilisées au Yémen. Donc, des armes, des avions. Ouais, absolument. Beaucoup de choses sont françaises. Donc, très bien. Franchement, Yousra, voilà. Le niveau. Donc, 01 40 33 9000, messieurs, dames, si vous souhaitez évidemment prendre la parole. En tout cas, c'est une levée de bouclier, ce que provoque l'annonce hier soir à Washington. Donc, de la volonté d'Emmanuel Macron et de Donald Trump de parvenir à un nouvel accord avec l'Iran. Opposition des principes aux intéressés, c'est d'abord les Iraniens. De quel droit s'est interrogé tout à l'heure le président Hassan Rouhani, qui réagit donc à cette remise en cause de cet accord. Qui a ironisé d'ailleurs sur l'expérience internationale d'un promoteur immobilier, en l'occurrence Donald Trump, sans le nommer. Pour la Russie, l'allié de l'Iran, il n'y a aucune alternative à l'accord existant sur le nucléaire iranien signé en 2015, rappelons-le, par l'Iran, par les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et l'Allemagne. Et puis même à Bruxelles d'ailleurs, l'initiative d'Emmanuel Macron fait tousser. L'accord sur le nucléaire iranien doit être préservé, a dit Federica Morini, la chef de la diplomatie européenne. Alors, quel avenir pour cet accord sur le nucléaire iranien Damien, comment tu vois les choses un petit peu sur cet accord ? On est dans le flou total. Parce que on a une dizaine d'acteurs finalement qui sont engagés.
certains davantage que d'autres. Et c'est assez intéressant puisque au moment, il y a quelques années où Barack Obama était président des États-Unis Oui. et François Hollande était président de la France, oui, on avait un ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Laurent Fabius, qui était beaucoup plus véhément que la position du secrétariat d'État américain. Et aujourd'hui, on a surtout l'impression que le rapport de force s'est inversé, avec une France finalement qui serait un peu plus dans la modération et des États-Unis dans la détermination donc de faire sauter le travail qui a été accompli ces dernières années. Ouais. Alors, est-ce que la France, c'est la question qu'on peut se poser, s'aligne-t-elle sur les États-Unis? C'est pourtant aujourd'hui donc 50 ans jour pour jour, 58 ans exactement après le discours du général de Gaulle devant le Congrès, qu'Emmanuel Macron s'adressera lui aussi devant les parlementaires américains. C'est le dernier moment fort de la visite d'État qui se termine ce soir. Tous les présidents de la 5e République, à l'exception de François Hollande, se sont pliés à l'exercice, ont goûté à cet honneur de parler à l'ensemble des élus américains réunis en Congrès. Sous le dogme du capital, Emmanuel Macron donc devra célébrer l'amitié entre la France et les États-Unis, les meilleurs alliés du monde. 250 ans d'alliance, jamais en guerre, mais qui se sont battus côte à côte sur tous les théâtres d'opération du monde. Une very special relation, une relation très spéciale. Je sais, mon anglais est pourri, je vous l'accorde. Le mien est pas meilleur. Comme l'a appelé donc hier le président Macron devant la communauté française à Washington. Il parle mieux que moi anglais. Relation, c'est ce que j'ai coutume d'appeler la very special relationship. La France est venue aux côtés des États-Unis d'Amérique quand il a fallu créer un État libre. Les États-Unis d'Amérique ont constamment été aux côtés de la France quand il a fallu retrouver ou préserver notre liberté. L'histoire parfois bégaye, il y a parfois des voix discordantes qui peuvent s'élever, mais cette histoire qui nous a toujours unis au moment les plus structurants de nos aventures réciproques est plus forte que nous. Voilà, c'était Emmanuel Macron donc qui s'exprimera pendant une demi-heure tout à l'heure, tout en anglais, et comme l'avait fait Valéry Giscard d'Estaing d'ailleurs en son temps, après Donald Trump et avant de dialoguer avec des étudiants américains, le chef de l'État français donc espère ainsi toucher l'ensemble de la société américaine. Voilà un petit peu ce qu'il vous fallait retenir aujourd'hui sur cette visite d'État. On va aller faire un petit tour du côté du standard avec Sofiane Lakhdari qui est avec nous. Salut Sofiane. Sofiane, il est où? Il est là. Ah, il est parti. Alors hop, je l'ai perdu. Il est par ici, Sofiane. On t'attend, Sofiane. Sofiane. Bonjour Christophe, bonjour Damien, bonjour Dindir, bonjour la nouvelle invitée qui est très pertinente. Ah, elle te plaît, Sofiane, j'imagine. Ah ouais, surtout quand elle parle du Yémen et tout, ça fait plaisir. Yousra, est-ce que tu connais Sofiane Lakhdari? Non, je connais pas. Un spécialiste du Moyen-Orient chez nous, dans le Grand Forum. Oh, spécialiste. Ah bah si, un spécialiste. Bon, bah maintenant, je connais maintenant. Voilà. Alors Sofiane. Moi, tout d'abord, juste au niveau de la question, la France peut jouer intermédiaire dans ce conflit au Moyen-Orient. Je pense qu'il y a plusieurs conflits dans le conflit au Moyen-Orient. Vous avez, est-ce que la France peut jouer intermédiaire entre la Russie et les États-Unis? Je dirais non. Ils n'ont pas besoin de parler entre eux et ils n'ont pas besoin de Macron pour être un intermédiaire. Vous avez le conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Je pense que la France a pris position pour l'Arabie Saoudite. Vous avez le conflit entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, ou indirectement entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, ou bien entre les Wahhabites et les frères musulmans. La France, elle a pris son choix, je pense que c'est Mohammed Ben Salman à l'Arabie Saoudite, pour jouer un intermédiaire comme il a tenté de faire Macron au début de son mandat. Il a essayé de discuter avec tout le monde, mais après il a été repris par les vrais décideurs ou par la ligne anglo-saxonne qui prédomine aujourd'hui au Quai d'Orsay français. Ouais. Damien, d'accord avec ça? Totalement. Et on pourrait même rajouter que Emmanuel Macron a été élu dans une démarche au niveau du Moyen-Orient où on avait déjà des acteurs qui étaient déterminés sur leur stratégie et leur feuille de route. Donc quand on arrive et qu'on essaye de s'imposer entre guillemets face à une Russie, une Turquie, un Iran et des États-Unis qui ont déjà un agenda très marqué, bah c'est difficile de s'impliquer dans les négociations internationales. Ouais. Et surtout que la ligne américaine, elle est claire aujourd'hui, c'est l'isolationnisme, l'American First. Et aujourd'hui, Donald Trump, on essaye un peu de le retarder dans cette échéance sacrée pour lui et pour son mandat, parce que lui, il a été élu sur ce slogan de American First, ou bien de Money First, l'argent en avant. Et on a bien vu hier l'insulte qu'a fait à une énième fois
aux pétromonarchies, disant que vous allez payer. Et ça, c'est unique dans l'histoire. Et la réaction du ministre des Affaires étrangères, Christophe, oui. Des pays arabes qui vont payer des forces étrangères à occuper un territoire arabe. C'est unique. L'Arabie Saoudite et le Qatar sont appelés à payer, et les Émirats Arabes Unis, il faut pas l'oublier, ils doivent payer pour que les forces américaines restent à l'est de l'Euphrate pour occuper une partie du territoire syrien. C'est ahurissant. Et il le dit clairement. Vous devez payer pour qu'on puisse rester. On a investi, il a dit 7 000 milliards depuis 20 ans et depuis le début du 11 septembre avec l'affaire du 11 septembre. On a investi 7 000 milliards et on n'a rien reçu en parallèle. Maintenant, ces pétromonarchies, s'ils veulent qu'on les protège, qu'ils survivent, leur monarchie survive, ils doivent payer. Et c'est ce qu'il est en train d'appliquer en vérité. Le slogan de sa campagne, les pays arabes ou les pétromonarchies, c'est des vaches qu'il faut traire, et dès qu'elles s'assèchent, il faut qu'on l'égorge. Il est en train d'appliquer clairement sa politique. Ouais. Et d'ailleurs, la réaction du ministre des Affaires étrangères saoudien qui dit non, c'est au Qatar de payer. Ouais, voilà, mais lui, il a bien cité les pétromonarchies ou les pays arabes, voilà, et on sait que le Qatar est la plus grande base américaine, où il y a le centre de commandement américain à travers lequel ils avaient planifié l'invasion de l'Irak en 2003. C'est à travers cette base, le centre de commandement, où ils avaient programmé pour les dernières frappes en Syrie. Vous avez l'Arabie Saoudite qui est en train de payer pour qu'il y ait une base américaine qui doit être transférée et doit être plus grande. On est en train de marcher sur la tête, et vous avez des gens qui continuent encore de défendre cette thèse saoudienne, à savoir que l'ennemi, c'est l'Iran, ce n'est pas les occupants, c'est pas les pays de l'OTAN qui occupent, qui détruisent des pays, ou même ils participent et même ils financent maintenant la destruction de pas mal de pays arabes, comme ils l'ont fait depuis leur création, en vérité, par la monarchie anglaise. Merci Sofiane Lakhdari, à très vite. Il y a deux dates à retenir, le 12 mai et le 14 mai. Le 12 mai où M. Trump devrait rompre cet accord, et le 14 mai, c'est le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Justement, c'est-à-dire, on est dans... Oui. Justement, moi j'avais lu le 13 mai, puisqu'en fait le 13 mai, c'est la date d'anniversaire de la reprise de Jérusalem-Est, reprise entre guillemets, de Jérusalem-Est en 67 par l'armée israélienne, et que donc ils auraient préféré choisir le 13 mai plutôt que le 14. Moi j'ai su que c'est le 14 parce que c'est la veille de la Nekba, le 15 mai, la création d'État d'Israël en 70 ans. C'est la veille. Bon, en tout cas 13 ou 14 mai, voilà. Mais voilà, on est dans une échéance un peu, voilà, on est vraiment dans, est-ce que le calme qui précède la tempête, on ne sait pas. Mais il faut savoir, il y a un élément qu'on doit vraiment surveiller, c'est le retrait des troupes américaines de l'Est d'Euphrate. Oui, on est en train de voir, s'il y a un retrait avant le 12 mai, avant le 11 mai, 99% que Trump rompe, parce que en vérité, s'il rompe cet accord nucléaire avec l'Iran, c'est qu'il ouvre un front direct entre l'Iran et Israël, entre l'Iran et les États-Unis, et il n'a pas besoin de troupes sur le sol syrien. Ils peuvent être vraiment de la chair à canon pour les troupes iraniennes ou les alliés iraniens dans la région. Je vous pose une question très claire à tous. Aujourd'hui, est-ce que, étant donné le schéma que tu nous proposes, chère Sofiane, si, imaginons, et c'est très fortement possible d'ailleurs que Trump donc déchire cet accord avec l'Iran, est-ce qu'il faut envisager par la suite un affrontement entre Israël et l'Iran en Syrie, sur le terrain syrien? Est-ce que c'est comme ça que ça semble se diriger? Pour moi, il a déjà commencé. Ce qu'a écrit Friedman dernièrement, c'est un grand écrivain de New York Times, le 15 ou le 16 avril, il a dit accrochez vos ceintures, la guerre Iran-Israël va se dérouler, c'est inévitable, et surtout quand on voit les dernières actions israéliennes qui visent maintenant des soldats iraniens sur le sol syrien. Dernièrement, dans la base du Tifor, on a eu 7 soldats iraniens et non pas des moindres. Voilà, le général Dahashqi, c'est un grand spécialiste des drones, un des drones qui avait survolé le territoire syrien, si vous vous rappelez, au mois de février, et a été abattu par la suite. Il y avait 3 avions israéliens qui ont été abattus par le système antiaérien syrien. C'est-à-dire, il le décrit clairement que cette guerre Iran-Israël, elle est inévitable en Syrie, mais après, c'est pas qu'en Syrie qu'elle risque de se produire, elle peut s'élargir sur tout le territoire. Surtout qu'il y a des pays arabes tels que l'Arabie Saoudite qui appellent à une alliance avec l'État israélien contre l'Iran. Et ce que essaye de faire Trump aujourd'hui, c'est que les Israéliens et les pétromonarchies doivent assumer, et ce n'est plus à l'armée américaine et aux soldats américains de payer le prix de cette défense de ces pseudo-États qui ont été créés depuis par les Britanniques, ne pas oublier, depuis l'accord de Belfort
et les pétromonarchies installées par la monarchie anglaise. Damien nous dit que la guerre israélo-iranienne a déjà commencé. Oh oui, Elle a commencé par proxy. Par proxy, mais voilà, là, ça sera par direct. procuration. C'est une guerre directe. Ouais. Par proxy, quand on parle proxy, c'est les alliés de l'Iran. Pardon, je prends la parole à Damien. Mais juste avant, ce que disaient les Israéliens, voilà, il y a des alliés de l'Iran qui s'appellent le Hamas ou bien le Hezbollah, pour ne parler que de ces deux groupes. Alors, on a en plus le djihad islamique, Ansarullah, etc. Mais vous avez des alliés de l'Iran qui étaient en confrontation, mais maintenant, c'est des soldats iraniens qui sont visés directement par l'aviation israélienne et à partir du Liban. Et aujourd'hui, certains éléments venant du Liban qui disent de ne pas répliquer avant les élections libanaises parce que ça risque de fausser le résultat et ça peut être porter préjudice au Hezbollah. Tous, il faut s'attendre à une réaction iranienne qui est inévitable et même le guide, le Khamenei a appelé à faire cela. Surtout l'assassinat dernièrement aussi d'un allié très important de l'Iran au Yémen par une frappe israélo-saoudienne et qui vient d'être assassiné. Alors pour dire que ça avance malheureusement vers une explosion, mais tout est possible dans cette région maintenant aujourd'hui. Donc Sofiane, a priori le Ramadan risque d'être brûlant encore une fois. Ah oui, comme cette région malheureusement du monde. Ouais. Mais voilà. Maintenant c'est une confrontation directe et ce n'est plus par procuration. Voilà, c'est des soldats directement impliqués, soldats américains, français, britanniques. Vous avez les Israéliens. On n'a plus Al-Nusra, Al-Qaïda, Daesh, etc. qui étaient armés, financés par on sait qui. Aujourd'hui, vous avez une confrontation directe. Vous avez les Russes qui sont en train d'armer l'aviation syrienne par des S-300. Vous avez les Iraniens qui sont impliqués de plus en plus. On parle de bases militaires iraniennes au sud, c'est-à-dire au niveau du Golan. Vous avez le Hezbollah qui a des missiles et qui est surarmé pour une nouvelle guerre et qui parle d'une prochaine guerre en territoire palestinien occupé. Et vous avez un Occident qui a pris parti pour l'entité israélienne et l'entité sioniste. Merci Sofiane, merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Bonne soirée, pour ton éclairage. Yousra, tu comprends un petit peu tout ça, tout ce schéma qui se dessine dans cette région à feu et à sang depuis de nombreuses années d'ailleurs. Non mais on va pas dire que c'est très très clair ce qui se passe au Moyen-Orient, mais on sait que c'est une région où il y a beaucoup de tensions et que ça n'en finit jamais. Et je pense que l'un des plus gros problèmes, c'est qu'il n'y a pas d'unité entre les pays du Moyen-Orient. Il y a des alliances qui sont faites pour se tirer tous les uns sur les autres, et au final, je pense que cette région s'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas une vraie unité entre tous ces pays. Nadir ? Non, moi non plus, je suis pas un spécialiste du fait, mais moi, ce qui me désole dans cette histoire, c'est que c'est la position de la France. Donc, elle est encore à suivre les grandes puissances pour des intérêts qui sont encore flous. Ouais. Ce qui me dérange dans cet accord iranien, c'est que après avoir retiré ces sanctions, les premiers qui ont profité de cette aubaine, ce sont les États-Unis et la France qui aujourd'hui en profitent encore économiquement. Donc je comprends pas leur logique de vouloir d'un côté être les premiers à être sur le marché iranien et de l'autre côté de vouloir satisfaire le va-t-en-guerre d'Israël qui ne rêve que de ça depuis des années. Donc s'affronter directement avec l'Iran parce que ils pensent être en capacité de le faire. Moi, ce qui me désole tout simplement, c'est la posture de la position de la France. Alors justement, puisque tu parles de la France, j'ai une petite info à vous donner. La France, en 2014, avait demandé aux États-Unis de ne pas bombarder l'usine Lafarge en Syrie, alors occupée par Daesh. C'est la dernière révélation de cette affaire dans laquelle donc plusieurs dirigeants de Lafarge ont déjà été mis en examen pour financement du terrorisme. Voilà, pas d'argent pour le terrorisme. C'est d'ailleurs le nom d'une conférence internationale qui a lieu aujourd'hui et demain à Paris. Conférence de lutte contre le financement de Daesh et Al-Qaïda. La traque de l'argent des terroristes donc s'avère particulièrement compliquée. L'État islamique, par exemple, a créé un réseau de sociétés écrans. Écoutez les explications du chercheur irakien Hicham Al-Hashimi. Il est expert des mouvements djihadistes. Écoutez ce qu'il nous en dit. En juin 2016, Daesh change de stratégie. Le groupe passe du califat qui contrôle des territoires à une organisation de l'ombre. En Irak, l'organisation terroriste lance alors des investissements dans 5 secteurs. La pisciculture, les concessions automobiles, les bureaux de change, le commerce de céréales et la drogue. Selon la doctrine de Daesh, il est permis de vendre de la drogue pour empoisonner l'ennemi. Pour ces sociétés, Daesh a utilisé des intermédiaires qui n'étaient
été fichés nulle part. Il y a même des chiites dans le lot. Personne n'était au courant que ces entreprises appartenaient en réalité à Daesh. Avec l'aide du Trésor américain, du Trésor britannique et d'importants services de renseignement européens, les autorités irakiennes ont pu remonter le fil et geler plus de 250 millions de dollars qui étaient investis à Bagdad et dans plusieurs autres provinces du sud de l'Irak. Incroyable, hein, quand même, incroyable. C'était le chercheur irakien, donc Hichem Alami Damien. Daesh, voilà, on sait maintenant, on commence à savoir par qui il était financé, comment ça fonctionnait. C'était une vraie structure, hein, pour le coup. Il y a absolument rien de surprenant. Ça fait 15 ans qu'on sait comment fonctionne Al-Qaïda. Daesh a repris exactement les mêmes modes opératoires. Ça fait plus de 10 ans, en fait, et la traque de Ben Laden, qu'on sait que l'argent d'Al-Qaïda passe par les Émirats Arabes Unis. Personne n'a jamais rien fait pour stopper la CIA elle-même, parce qu'elle avait besoin, en fait, de ces interfaces-là pour pouvoir traquer des leaders d'Al-Qaïda. Donc on a toujours fermé les yeux sur certains circuits qu'on connaissait très bien. Et je pense que ici ça a été la même chose, parce qu'en fait, à travers les circuits qu'avait instauré Daesh, on avait d'autres intérêts et d'autres enjeux liés notamment à des réseaux mafieux, des réseaux déstabilisateurs internationaux. Et donc, disons que c'est beaucoup plus, en termes de traque financière, difficile d'attraper les protagonistes qu'on le ferait dans un cadre militaire ou politique. Et la dernière chose qu'il faut savoir, c'est que il y a deux formes aujourd'hui de financement pour le terrorisme. Il y a le blanchiment d'argent et le grisement d'argent. Le blanchiment d'argent, c'est donc trafic de drogue, et puis ensuite, par un système de société écran, on retrouve l'argent dans un paradis fiscal et il a été blanchi. Le grisement d'argent, c'est l'inverse. On va passer par des grandes fondations internationales par lesquelles on va obtenir des dons, des actes de bienfaisance. Cet argent va circuler d'une société à une autre, d'une ONG à une autre, et petit à petit l'argent se grise et tôt ou tard se retrouve dans les mains d'une organisation terroriste. Donc on a ces deux modes-là opératoires qu'il faut surveiller. À surveiller dans un instant. Yousra, son avis tranché, elle va nous parler, là on va revenir à un problème franco-français, on va dire, puisqu'on va parler de la relation entre la population et la police. Elle a été souvent mise à mal d'ailleurs. Yousra va nous donner son avis dans un instant sur France Maghreb 2. Vous pourrez la voir, pour les curieux, sur Facebook, Christophe Le Grand Forum à suivre en vidéo juste après sur France Maghreb 2. A tout de suite, c'est le Grand Forum avec Nadir Kaya, Damien Charles et notre invité, notre célèbre invité aujourd'hui, on peut le dire, Yousra d'Orléans, 19 ans. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous. On vous rappelle cette question du jour que l'on vous pose et à laquelle vous pouvez évidemment répondre sur Twitter, sur Facebook, France Maghreb 2 Facebook, Twitter LGF officiel. Est-ce que la France peut-elle jouer un rôle de médiateur au Moyen-Orient? Vous êtes en grande majorité pour l'heure à dire non. Voilà, 79% de non sur Twitter, 88% sur Facebook. Donc continuez à voter bien sûr, puisque ça peut évoluer, changer. Je vous rappelle également la soirée du 20 juin, le Grand Forum, la spéciale du Grand Forum, c'est le titre de cette soirée. Qui aura lieu donc au Cabaret Sauvage. Vous êtes toutes cordialement invités à venir faire la fête avec nous. Il y aura des artistes de renom, des musiciens, un véritable orchestre de professionnels qui sera là pour rencontrer l'équipe de France Maghreb 2, tous quasiment présents, pour vous accueillir, échanger, partager un moment inoubliable, en tout cas je l'espère, qui se voudra inoubliable, ensemble au Cabaret Sauvage le 20 juin prochain pour une émission de ouf. Eh bien n'hésitez pas à réserver d'ores et déjà vos places pour cette soirée privée sur le site www.cabaretsauvage.com. N'hésitez pas, bien sûr, on sera tous là-bas et on va faire la fête ensemble après le Ramadan, après l'Aïd, avant l'été, avant de partir en vacances. Tiens Yousra, t'as prévu de partir en vacances cet été? Alors non, cet été, je pense que je vais travailler. Ah, voilà. C'est les galères un peu étudiantes quand il faut de l'argent, donc. Travailler à Orléans? Oui, je pense à Orléans. Ouais. Pas le travail. Voilà. Le travail, c'est la vie, hein. Ouais. Mais les vacances c'est bien aussi. Surtout quand on retourne à Marrakech. Oui, mais en Marrakech il fait trop chaud l'été. Mais c'est pas grave, on aime Marrakech, donc même s'il fait chaud, on y va quand même. Bon, très bien. Alors, ça c'est dit. Et puis quoi d'autre? Je sais plus. Je vous dirai ça tout à l'heure. Vous voyez, je suis perturbé. Moi, il y a Enver qui fout le bazar partout. Voilà, exactement. Il arrête pas. Je parle, il me fait des petits trucs derrière moi et tout. Ouais. Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Asia, écoutez bien la maman de Yousra. Il a dit, Yousra, si tu veux être filmé,
il faut te recoiffer. Il a Voilà. osé lui dire. Hein. Exactement. Et il m'a dit que j'étais pas photogénique aussi. Ouais. Oh, mais il a Merci pas fait à ça. Kenza et à C'est Farah ma qui m'ont filleule. défendu. Je ne sais pas du tout de quoi ces gens sont en train de parler. En plus, pour tous les Orléanais, il nous a insulté entre guillemets d'autistes. Voilà. Moi j'aime bien Orléans. Oh pardon. Non, je crois qu'il va mettre la pub là, Christophe. Ah, désolé, elle est passée la pub. Voilà. Bon, Enver, ça sera ton tour vendredi, t'inquiète pas, on va se venger. Non mais t'inquiète pas, mais moi Yousra, je viens vendredi. J'avais une question à te poser, Yousra. Est-ce Oui. que tu es une auditrice du Grand Forum? Oui, j'écoute le Grand Forum, oui. Alors, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui ne te plaît pas dans cette émission? Vas-y, fais-toi plaisir, t'es Alors, face à nous là aujourd'hui. On va commencer par ce qui me plaît pas. Ouais. Tout de suite là, j'ai rien qui me vient à la tête. Ouais. Ah. Ce qui me plaît, c'est quand les auditeurs appellent. Donc j'espère que ce soir les auditeurs vont appeler. Ah, Voilà. Libertad tout à l'heure notamment. Hein, on aura peut-être notre chat légendaire qui Ouais. appelle souvent pour faire le chat. Voilà. Alors, en tout cas, la liberté. En même temps, si tu l'incites à appeler, c'est sûr qu'on va l'avoir. Hein. Bah oui, non. Attends, ça fait longtemps. Il y a eu les vacances entre temps. En tout cas, tu peux quand même constater, ma chère Yousra, que je pense que t'écoutes d'autres radios, etc. Que quand même ici, il y a un ton particulier, il y a un ton Ah oui, qui est différent. C'est plus jovial. On est Ouais. plus à l'aise ici quand même quand on écoute. Oui, c'est mieux. Bon, tu te sens à l'aise ici, ça va? Ouais, exactement. Tu te sens un peu chez toi là. Pas de soucis. Ouais, y a Bon, aucun souci. formidable. C'était un petit peu le but en même temps. Ouais. Alors, avant de passer à l'avis tranché de Yousra dans un instant, qui va nous parler donc des relations entre la population et la police. Ça va certainement parler à Nadir Kaya. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Hein, Nadir? Oui, Ça risque de te parler, quoi. C'est ça. c'est ça. Bon, voilà. Pour parler d'Israël, nouvelle volte-face du gouvernement sur l'expulsion de plusieurs dizaines de milliers de migrants africains. Le Premier ministre Netanyahou avait suspendu, vous vous en souvenez, son plan avant de le rétablir. Eh bien, nouvelle marche arrière hier soir. Israël reconnaît finalement n'avoir trouvé aucun pays d'accueil. Victoire des organisations de défense des droits de l'homme qui avaient saisi la Cour suprême. Mais le bras de fer donc avec le gouvernement risque de se poursuivre. C'est ce qu'il faut craindre. Voilà. Et puis tout à l'heure, tiens, on vous donnera les nouveaux chiffres du chômage. Vous avez remarqué que ça a changé depuis que Macron est arrivé. D'habitude, c'était tous les mois à 18h. Là, c'est tous les trimestres et c'est à midi. Peut-être d'ailleurs pour qu'on en parle moins. Moi je sais Ah, pourquoi. bah, Pourquoi? C'est pour la bourse. Ah, la bourse. Eh oui, parce que quand le chômage baisse, les taux et l'indice du CAC 40 remontent. Et voilà, ça c'est sur France Maghreb 2 que vous l'apprendrez Il se certainement passe pas sur RTL. exactement la même chose aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Donc c'est à midi. Ah ouais, on a l'explication donc du truc. Très bien. Il est pile 17h, donc on est à l'heure. C'est parti donc, ma chère Yousra, pour ton avis tranché, qui commence évidemment toujours par un jingle. Yousra, 19 ans, venu d'Orléans, pour nous proposer son avis tranché, nous parler des relations entre la population et la police. Alors oui, plus précisément mon titre c'est Police et population, confiance au conflit. Alors selon plusieurs sondages IFOP, l'Institut français d'opinion publique, les rapports entre la police et la population française se sont en grande partie dégradés. Toujours selon l'IFOP, cette dégradation survenue au début des années 2000 et qui ne va pas en s'améliorant, est due aux émeutes urbaines entre 2005 et 2007, mais aussi sous l'impulsion de la politique de Nicolas Sarkozy, d'abord en tant que ministre de l'Intérieur, puis en tant que président de la République. Alors les résultats des sondages présentent une population qui pour la majorité, plus précisément 56%, ne fait pas confiance à la police. De plus, le sentiment de sympathie envers les forces qu'on aime dire de l'ordre a baissé de 2% depuis les années 2000 et plus grave encore, le sentiment d'inquiétude quant à lui a grimpé de 8%. Rappelons tout de même que le rôle de la police est de protéger la population et de s'inscrire dans une démarche de contribution à la sécurité et à la paix publique et sociale. Bien sûr, certains policiers appliquent à la règle ces principes et bien sûr, il existe aussi des exceptions. En effet, vous l'aurez sûrement remarqué, le dialogue social entre la police et plus particulièrement les jeunes est pour le moins rompu. Les contrôles d'identité se transforment parfois en de réels face-à-face qui tournent mal et mènent même à des morts d'hommes. D'une part, l'on procède à des arrestations virulentes, inégalitaires, inhumaines, et d'autre part, les réactions sont tout aussi proportionnelles avec des attitudes hostiles voire illégales. La police française est jugée comme l'une des polices les plus méfiantes en Europe, et cela ne fait qu'ajouter à la tension des relations. Le dialogue est donc presque impossible et cela commence déjà avec des regards qui entravent toute tentative de communication. En résumé, un rapport de force finit par s'établir tel un cercle vicieux. Ainsi, cette absence de dialogue et le reflet de la police dans les consciences des jeunes crée un climat d'isolement et de persécution. En effet, la police et les autres unités, comme les CRS par exemple, sont perçus comme des ennemis par les jeunes, notamment les jeunes des quartiers de banlieue qui souffrent de ces marginalisations.
principalement à cause des préjugés associés à ces quartiers et à leur jeunesse dont on pense qu'elle est forcément violente, liée à des activités illégales et toujours hors la loi. Alors bien sûr que des cas comme ceux-ci existent, mais la généralisation n'est que trop néfaste, car elle mène à un repli et qui à terme crée les zones de non-droit dans certains quartiers et un sentiment anti-policier. De plus, ces préjugés sont supportés à tort par certaines pratiques abusives comme les contrôles au faciès sur les mêmes personnes et ce, plusieurs fois par jour. Ces préjugés sont également véhiculés au travers des médias de communication et des médias de masse qui ne savent que dévoiler une facette de ces quartiers très souvent réductrice et négative. L'on revient donc à notre premier constat de blocage, voire de point mort. Mais alors, quelles solutions peuvent exister? Nous pouvons principalement penser au rôle de l'État et des plus hautes instances juridiques et politiques qui se doivent d'agir pour stimuler le dialogue social. Également rappeler que les forces de l'ordre se doivent de maintenir l'ordre public tel que l'indique leur appellation. De plus, l'absence d'enquête menée par le ministère de l'Intérieur sur ce climat anxiogène avec ses tenants et ses aboutissants ne fait qu'enliser le problème dans un déni et augmente l'intensité de la défiance entre les jeunes et la police. Enfin, l'on peut peut-être suggérer une meilleure préparation pour les policiers, déjà au cœur de leur formation, avec des mises en situation et plus de pratiques au cœur des zones sensibles, afin de préparer au mieux les jeunes policiers aux situations délicates et ainsi éviter tout débordement et toute violence. Sur le plan moral, il serait peut-être utile de proposer un suivi psychologique adapté à ces situations conflictuelles, dans le but toujours d'améliorer la communication et la relation entre les jeunes et la police. Moi, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bravo. On applaudit. Voilà. Merci. Voilà. Bravo, Yousra. Là, c'est super bien écrit. Y a rien à dire. Alors, Nadir, tiens, intéressant. C'est un sujet qui te parle. Nadir, qu'est-ce que t'en penses? C'est épatant de voir qu'à cet âge-là, il y a déjà une conscience citoyenne et c'est rassurant. C'est rassurant, ouais, parce que quand on voit un petit peu notre environnement proche, notamment dans les quartiers, on peut parfois se poser des questions. Et là, quelque part, ça me rassure. Mais bon, quand on a affaire à des femmes, on est souvent plus rassuré qu'à des hommes. Donc ça, c'est pas pour lancer une fleur, c'est une réalité. Merci. Alors, on va demander aux auditeurs, auditrices ce qu'ils en ont pensé. Damien, ta filleule, alors, tu l'as trouvée comment? Ah bah ravi. Elle revient quand elle veut. Bah oui, bien sûr. Alors, on va demander donc l'avis des auditeurs. 01 40 33 9000, appelez-nous. Mais j'ai déjà une auditrice qui souhaite réagir. Elle s'appelle Asia, elle nous appelle d'Orléans. Bonsoir Asia. Bonsoir Asia. Bonsoir à tous. Bonsoir Asia. Bonsoir. Et je serais tenté de vous dire félicitations. Vous allez comprendre pourquoi, parce que Asia est la maman de Yousra. Voilà, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Je suis très 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 contente de vous avoir au téléphone. Merci pour la radio. Merci d'être très très proche de nous à chaque fois. Enfin, moi le matin à 6h et puis après en rentrant à 15h du travail. Je suis très 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 contente pour Yousra aussi. Ah oui. Elle a fait un travail formidable, mais c'est ma fille en fait. normal. Voilà, c'est pas fiable ce que je raconte. Merci. Mais je suis très très contente. Elle a fait un travail magnifique, donc voilà, c'est elle. Elle est comme ça. Elle est toujours dans le débat. Elle est toujours à la recherche de ce qui est mieux pour les gens. Donc voilà, c'est super. Je suis bien content. Bah bravo en tout cas Asia et on est ravis de l'avoir. On est ravis qu'elle soit avec nous aujourd'hui, Yousra d'Orléans. Merci beaucoup. Et merci de l'accueil que vous lui avez réservé. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bah c'est bien normal, ma chère Asia. Par contre, est-ce que vous pouvez dire à Enver que Orléans est une très belle ville? Ah bah Orléans, c'est une très belle ville. Mais nous, on habite à la campagne forcément, donc voilà. On est bien aussi à la campagne. Mais après, venez chez nous quand vous voulez, hein. Et venez à Marrakech quand vous voulez aussi. Ah oui, ça c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est pas. Ouais. Je crois que Marrakech c'est plus intéressant alors. Oui. Vous venez à Orléans, venez chez nous. Avec grand plaisir. Exactement, notre commune c'est Aubroire-les-Champs, c'est à côté de Jargeau. Vous savez ce qu'on va faire? Asia, regardez ce qu'on va faire. Bientôt c'est le Ramadan, vous savez. Et on a eu un petit projet qu'on a en commun à toute l'équipe, c'est d'aller pas festoyer, mais en tout cas passer la rupture du jeûne dans des familles. Oui. Est-ce que éventuellement il serait envisageable de venir avec, je vais prendre 2-3 de l'équipe là, de venir rompre le jeûne avec vous pour partager un bon moment de solidarité à l'occasion de ce mois sacré du Ramadan. Si vous nous recevez, on viendra. Il n'y a pas de problème. Vous prenez note, il n'y a pas de souci. Mais à une condition que Yousra nous prépare le thé. D'accord. Je peux l'aider quand même un petit peu, non? Non, le thé, j'arrive à le préparer, c'est bon, c'est pas. Le thé, d'accord, ok, d'accord. C'est que je les laisse pas trop préparer en fait. Moi, je fais tout, c'est pénible. Ah ouais, mais attendez, Nassia, il faut quand même leur apprendre parce que mais demain. Maman, elle veut toujours nous faciliter la vie, maman. Ouais, parce que pensez au futur mari, le pauvre. Ah non. Alors moi, je reste avec mes parents. Il y a pas de. Comment ça? Venez quand vous voulez. Vous fixez la date et puis on s'organisera par rapport à ça. Eh bien, avec grand plaisir, Assia. Merci beaucoup et encore félicitations pour votre petite fille et on salue votre mari et toute votre petite famille.
Merci beaucoup. Un gros bonjour à l'équipe et merci pour votre travail. Merci Asia. beaucoup. Merci encore, Asia. Voilà. Merci. La maman de Yousra, hein, voilà. Ouais, Bah, totalement. Damien, ça te dit, on se fait une petite rupture du jeûne chez Asia? Ah non, Banco. Banco, hein. Bon, on y va, Banco. Tiens, je prends les appels au hasard comme ça pour voir un petit peu ce qu'on en pensait, la vie tranchée. Les auditeurs en ont penché de la vie tranchée de Yousra. Bonsoir, qui est là? Ouais, bonsoir. Samy, je suis en Pini. Ouais, Samy. Bonsoir. Salut Christophe, ça va, tu vas bien? Ça va très bien. Salut Denver. Salut Samy. Hier, tu t'es fait remonter les bretelles, hein, t'as pas craqué, c'est bien. T'as vu? T'es un bonhomme. Bon, Samy, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Asia, je voulais reparler à Asia parce que. Mais non, c'est pas Asia, c'est Yousra d'abord. Asia, c'est la maman. Asia, c'est ma maman. Ah, pardon, Yosra. Ouais, Yosra, en fait, tu parlais de quoi tout à l'heure? Tu parlais de les cités, tout ça, qu'on se fait contrôler au faciès. Oui. Pourquoi vous dites ça, madame? Parce que déjà, je suis sûr que vous connaissez rien dans les cités. Venez à Champigny, vous verrez que les jeunes, ils font assez de dégâts. Hein. Il y a beaucoup de problèmes sociaux et cruciaux, ça c'est sûr. Mais quand vous dites que la police a contrôle les gens au faciès, je comprends. Mais parce que c'est vrai, drogue, il y a des chiffres. Il y a la drogue, vous le savez même pas, il y a la drogue, il y a les délits, il y a des agressions. Et c'est pas pour être raciste ou quoi que ce soit, c'est toujours nous les problèmes. C'est toujours nous qui vous ont montré la mauvaise face. Si on faisait montrer le bon côté de nous, on serait respecté par la police. Monsieur, vous avez déjà entendu parler de la délinquance rurale? Mais monsieur, je suis dedans, moi, depuis toujours. Ouais, bah justement, la délinquance rurale, il n'y a pas de contrôle aux faciès. On se fait jamais contrôler. Il y a des associations qui ont fait des tests sur 800 contrôles. Ils ont calculé que, ah ben non, c'est à mon tour de parler, monsieur. Ils ont calculé que quelqu'un qui est issu de l'immigration postcoloniale, on va dire très clairement noir ou arabe, a 7 fois plus de chances qu'un blanc de se faire contrôler dans la rue. Voilà, ça c'est des chiffres, hein, Samy, je te trouve un peu excessif parce que toi tu dis. Attends. Je peux bien répondre. Oui, alors d'abord Yousra va te répondre. Samy, sois un peu galant, laisse les femmes répondre quand même, non? Bon, alors vas-y, Yousra. Bonsoir Samy, j'espère que tu vas bien, donc je vais te répondre. Alors dans mon avis tranché, je dis bien que la généralisation est trop néfaste, et je suis d'accord avec toi, on subit pas toujours des contrôles aux faciès, mais c'est un fait en fait, ces contrôles-là sont présents, et j'ai moi-même remarqué que plusieurs fois, c'est plusieurs personnes qui sont contrôlées par jour, les mêmes, et on continue tout le temps, et en fait c'est même plus du contrôle, le contrôle ne les intéresse pas, c'est surtout pour mettre à l'écart ces gens et leur faire remarquer, toi tu es comme ça, alors tu dois subir ce prix. Mais pourquoi en fait? C'est ça que je veux montrer en fait. Pourquoi? Bon, merci en tout cas Samy. Si tu nous dis que le contrôle aux faciès n'existe pas, c'est que tu viens pas de citer, mon pote. Hein. Je suis désolé. Hein. Moi j'ai vécu aussi en cité et je l'ai vu de mes propres yeux, qui marche très bien. Eh bien, sachez que franchement le contrôle aux faciès, franchement, voilà, on y a tous eu droit. Hein, c'est une réalité. Nadir, voilà. Alors je suppose que tu as un avis. Est-ce que dans ce que dit Samy, tu te ranges où toi? Non, mais on se retrouve toujours dans ce que peuvent dire les gens. Après, je pense qu'il est dans l'émotion. Donc oui, effectivement, on peut faire une autocritique dans les quartiers sur le comportement des uns et des autres. Il faut le faire, évidemment, c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais il y a aussi une réalité qui touche certaines personnes issues des quartiers, notamment le contrôle aux faciès. Je suis bien placé pour le savoir parce que l'association Banlieue Plus fait partie du contrôle du collectif Stop Contrôle aux faciès. On a fait condamner l'État sur deux affaires par la plus haute cour, donc la Cour de cassation en France. Donc c'est une réalité, c'est factuel. Donc après, évidemment, bien sûr qu'il y a des critiques à faire sur le comportement des uns et des autres dans les quartiers, mais ça nécessite un travail et se taper dessus comme ça sans être dans la construction, ça va pas amener de l'eau à ce fameux édifice. Voilà, en tout cas bienvenue dans la masse, ma chère Yousra. Hein, t'as vu, les auditeurs parfois sont piquants. Il y a pas de problème. Bon, on va voir ce qu'en pense Jalil qui nous appelle de Paris. Salut Jalil. Salut Christophe, ça va? Ça va très bien, et toi Jalil? Bonsoir Jalil. Ça va, merci. Je passe le bonjour à vous inviter. Ouais. Bonjour. Je voulais savoir, il est là Denver ou pas? Mais qu'est-ce que vous avez? Il est là. Denver, sans rancune, hein. Pourquoi sans rancune? Non, parce que hier on a eu un petit accrochage, mais rien de méchant. Ah. C'est un échange. Et aujourd'hui, les invités, c'est Nadir, Damien et Yousra. Voilà. Mais pose-leur la question. Moi, je ne suis qu'un, voilà. Ouais. Est-ce que Jalil, est-ce que tu as écouté la vie tranchée de Yousra? Yousra, non, je suis vraiment désolé, je l'ai pas écouté. En fait, moi, c'est la première fois que j'ai appelé hier. Ouais. Et je voulais vous remercier d'avoir pris mon appel. Et j'adore votre émission et je voulais savoir, Christophe, est-ce que tu peux me faire passer une musique, s'il te plaît? Une chanson. Tu m'as pris pour un jukebox ou quoi, Jalil? Non, vous les en faites passer tout le temps. Non, mais vas-y, qu'est-ce que t'aimerais écouter? Mais pas aujourd'hui. Sheba Houssem, n'importe laquelle. Sheba Houssem.
Non, Cheb Houssam. Cheb Houssam, d'accord. Ok, bah c'est S'il te promis. plaît, Christophe. Je te le passerai dans les jours à venir. Ah, d'accord, ok, merci. Non, mais t'inquiète, je vais te le faire. T'inquiète, je te dis pas maintenant, mais en tout cas, c'est noté. Y a pas de problème. Merci. D'accord, ok, merci. Merci, Jalil. Bonne continuation. Au revoir. À bientôt. Allez, qu'avez-vous pensé de la vie tranchée de Yousra, là? Il faut que vous réagissiez, messieurs, dames. 01 40 33 9000. Que vous soyez d'Orléans, vous les Orléanaises, là, vous pouvez un petit peu encourager. Un petit peu, on vous attend. Voilà, Orléans, là, réveillez-vous. Allez, montrez à Enver qu'il a tort plutôt, là. Voilà, donc Marseille aussi, 01 40 33 9000. Allô, qui est là? Bonsoir. Allô, bonjour Christophe. Bonsoir. C'est Mouloud à l'appareil. Bonsoir Mouloud. Ouais, bonjour Yousra, bonjour Nadir et bonjour Dember. Bonjour. Il était super ton avis tranché, Yousra. Merci. Voilà. Ouais, quant à Samy, moi encore ce matin à côté de chez moi, j'ai vu les flics encore contrôler, c'est tous les jours. Hein. Bah oui. Ouais. Tous les jours, il y a une bande de petites jeunes, tous les jours ils s'arrêtent à leur niveau, tous les jours ils sont contrôlés, ils ont la rage. Et moi je le comprends. Hein. Oui, bien sûr. Et Ouais. c'est pas les seuls en plus. Ouais. Bah Sinon, merci. Christophe, Oui, Mouloud, qu'est-ce qu'il y a? Je voulais saluer tout à l'heure, c'est Sofiane. Oui, Sofiane. Parce que je voulais parler du même sujet, il l'a beaucoup mieux dit que moi, il est enfin tout ce qu'il a dit. Et si je peux revenir, j'ai regardé Macron hier, comme disait Nadir, il a pas les épaules, il a pas les épaules assez larges pour la politique internationale. Son problème, c'est qu'il veut faire du en même temps en France comme à l'étranger, simplement à l'international, ça peut pas marcher. Comme disait Sofiane, il est à la fois avec l'Arabie Saoudite, l'Iran, ça peut pas marcher. Les deux seuls hommes politiques français, et je les salue encore, qui avaient une politique arabe à l'époque, moyen-orientale, c'était Villepin et le président Chirac. Ouais. À partir de après, ça a été le néant. Absolument. Merci Mouloud. Non, Christophe, Oui. est-ce que je peux poser Nadir une question à Nadir? Je t'ai vu ce matin. Hein. Ah, tu l'as vu ce matin? Oui, j'ai Sur beaucoup CNews. apprécié. Nadir, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, quand la dame, la publiciste là, qui travaille dans la pub, t'a demandé si t'étais imam et tu lui as demandé est-ce que vous êtes rabbine. Oui. Non, mais ça l'a vexé énorme. parce que moi je la connais pas. On était à la séance maquillage. Oui. Et puis elle me regarde. Donc dans le regard déjà tu comprends beaucoup de choses. Et elle me dit, je discutais avec une autre personne. Elle me dit vous êtes imam. Donc forcément elle voit un arabe, elle se dit tiens, donc il est elle voit un imam. gars avec une barbe en arabe. Donc je lui dis est-ce que vous êtes rabbine? Et quand je lui ai dit ça l'a choqué quoi. Ouais, donc moi, après c'est permis de ressortir ça Sinon, de. Nadir, je voulais te poser une question. Oui. Franchement, quand tu vas dans ce genre d'émission, est-ce que tu es briefé avant l'émission? Est-ce que tu peux dire tout ce que tu as envie de dire? Ah, tout à fait. Je suis libre de mes propos, même si je suis très limité là dans cet exercice. Oui. Pour moi, c'est un exercice auquel j'aspirais depuis longtemps, parce que même sans avoir la prétention d'avoir Mais les c'est bien réponses à que tu tout. sois sur le plateau. Moi, j'apprécie beaucoup. Ah bah c'est très gentil. Parce que c'est pas évident. Que ce matin, je sais pas si tu te souviens, il y a Monsieur Pro qui t'a encore toujours la même question. Ouais. Quand il t'a parlé des jeunes de banlieue qui importaient le conflit israélo-palestinien en France. Tu te souviens de la question? Oui. Hein? Moi, j'aurais bien voulu, si j'avais été le plateau, si j'avais pu le dire, j'aurais répliqué en lui disant mais comment se fait-il que vous parliez pas des jeunes Français qui vont faire leur service national dans un État étranger Voilà, il coupe et là, qui il vont dit tuer c'est des la pub. Palestiniens. Est-ce que ça, tu pourrais le dire? Ah, si ça me vient à l'idée sur le moment, oui, bien sûr. Oui. Moi, j'ai pas de Et tabou. puis d'autre part, quand je vois, parce que c'est toujours la même question, nos jeunes qui importent le conflit, qui sont pro-palestiniens, d'abord ils ont le droit, mais moi ce qui me choque, c'est qu'ils parlent pas quand on voit des personnalités dans les manifestations, par exemple du CRIF ou autres, qui sont sous la bannière israélienne. Oui, le ça drapeau, choque personne. Non, ça choque personne, ouais, effectivement. Merci Tu vois Mouloud. ce que je veux dire. Bon, il t'a donné des conseils pour ton prochain passage à la télé. Je pensais que t'étais briefé, que tu pouvais Non, pas tout dire. faut me connaître un petit peu. J'ai un sacré caractère. Hein, Non, je suis non, kabyle, mais, hein, tu sais, donc. il y a des émissions, t'as pas- On ou me alors briefe tu pas. vas le dire, mais l'invitation après c'est fini. Hein. Bon, merci Mouloud. Ouais, bah ça C'est sera moi fini. qui vous remercie, puis c'est Merci. super les émissions. Hein. Merci beaucoup. Et Maziran, donc, Nadir. Ah, tout à fait. Un homme libre. Voilà. Bon, Damien. Ouais. La vie tranchée, il est prêt ou pas encore? Bien sûr. Est-ce que là-bas on est prêt? Par contre, j'annonce, ça va être un avis tranché un peu plus long que d'habitude. Ah. Mais j'ai fait le choix de pas le raccourcir parce qu'en fait, je trouve que le sujet est tellement grave. Est-ce que 4 peu minutes abordé. ça suffira? Non, ça ira? T'as la pub après? Bah oui. Bon, on va se débrouiller. Bon. Oui, bien sûr. Attends, bah, vous savez quoi? On va faire ça après la pub, ça sera mieux. Bon. Parce que là, ça va être un bazar sinon. 01 40 33 9000. T'as vu, Yousra, c'est du direct, c'est l'instantané. Ouais, Tiens, on va prendre un petit tour du côté du standard parce que, voilà, Yousra aime écouter les auditeurs. Donc, on va les prendre aujourd'hui. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom? Donc Faïza. Saïda, c'est ça? Non, Faïza. Faïza, pardon. Avec un Z. Faïza, vous nous appelez d'où? De Marseille. De Marseille. Vous avez du soleil aujourd'hui?
Oui, ça va, un peu de vin, mais ça va. Ah oui. Bon alors Faiza, on vous écoute. Donc moi, je parle au sujet de l'histoire du délit de faciès. En fait, les personnes qui disent ça, donc de confession de musulmane ou d'origine maghrébine, se permettent de dire que ça n'existe pas. Donc, on parle toujours, voilà, ceux des quartiers. Que vous êtes de quartier ou pas de quartier, quand on vous voit en centre-ville, on voit juste votre visage maghrébin. Moi, mon mari, il n'est ni d'un quartier, on n'est ni de quartier, ni rien, on a un couple normal. C'est une personne qui a un certain niveau d'études, donc il est professeur des universités, tout. Et à chaque fois qu'il allait au travail, il prenait le train pour aller au travail, donc de la maison, pour aller à son travail, donc il prenait le train. À la SNCF, à chaque fois qu'il arrivait, pourtant il était bien habillé, pantalon tergal, chemise, il se faisait arrêter par la police, contrôle d'identité. Donc lui, ça a duré des années, ça l'a pas choqué. Bon, il donnait son identité, mais moi qui suis née en France et qui a grandi en France, je trouvais ça scandaleux. On l'a arrêté lui. Pourquoi on l'a arrêté lui? Parce qu'il avait une tête de maghrébin. Point. On lui demandait ses papiers d'identité. Donc, les personnes qui disent mais non, ça n'existe pas, c'est qu'ils l'ont pas vécu déjà. Et à force de dire, on parle beaucoup donc d'antisémitisme, des choses comme ça, mais il faudrait que nous, notre communauté, s'il y en a une, s'exprime et dise qu'il y a beaucoup de racisme, il y a beaucoup d'islamophobie. On n'est pas issus tous des quartiers, faut arrêter quand même. On est nés tous, on a beaucoup de monde, on est dans les villas, beaucoup de monde, on est dans des résidences normales, pas automatiquement dans des cités. Beaucoup de Maghrébins ont fait pas mal d'études, détrompez-vous, pas mal d'études, et à un niveau élevé, et on nous prend toujours, ah oui, mais c'est eux qui provoquent, non, cher monsieur, on provoque rien du tout, on marche, on est un couple normal, on a des enfants normaux comme tout le monde, on se balade dans la rue, mais malheureusement, notre tête ne plaît pas à certains, et je dis pas tous, parce que la police, il y a des policiers qui sont très bien, mais il y en a d'autres, c'est vrai, c'est par rapport à votre tête. Merci Faiza, je pense que vous avez résumé un petit peu tout ce qu'on pensait autour de cette table. Merci beaucoup Faiza de Marseille en tout cas. Merci, pardon Faiza, j'ai coupé là un peu brutalement. Salima? Oui, salam alaikum Christophe. Wa alaikum salam Salima. Salut tous tes invités. Est-ce que je peux donner mon avis sur les deux sujets que tu as abordés aujourd'hui? Bah rapidement là parce que j'ai la pub là dans 2 secondes. Ah d'accord, donc je fais vite fait. Alors je vais commencer par Macron. Alors en tant que prof d'anglais, vous avez trouvé que je vais chicaner. Il a pas du tout un accent américain. Ah bon? Ça fait du bien d'avoir un président français qui parle anglais. Le seul souci c'est qu'il faut qu'il travaille ses TH, les the. Ah, les TH, on dit the. C'est pas encore ça. Et en fait, je voulais juste aussi faire un petit écho à ce qui s'était passé en 96 quand Jacques Chirac s'était déplacé à Jérusalem et la réaction qu'il avait eue où il avait répondu en anglais, donc parce que les services israéliens étaient un petit peu trop agressifs avec les Palestiniens qui étaient autour de lui. Donc je me dis que cette époque-là, elle semble bien révolue. Ouais. On est d'accord. Voilà, donc Salima, question. Il y a un net recul en fait. Question au Moyen-Orient. Salima, question rapidement. Est-ce que comment t'as trouvé la vie tranchée de Yousra en tant que prof? Alors je l'ai trouvé très très bien. Honnêtement, il y a rien à dire. Je rejoins en revanche l'auditrice précédente. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai jamais eu, on va dire, le problème rencontré, parce que je pense que c'est surtout des jeunes hommes ou des hommes d'origine maghrébine ou africaine qui sont contrôlés. En revanche, ce délit de faciès, moi, je le ressens surtout quand on passe à la douane. Ça m'est déjà arrivé, même quand je voyage en Europe, on est toujours plus ou moins suspecté parce qu'on a notre pièce d'identité française, mais on sent que les douaniers considèrent que la tête ne va pas avec. Ne va pas avec, oui, effectivement. Donc, il y a toujours le petit climat. Merci Salima, merci beaucoup de ton appel en tout cas. On continue de vous accueillir messieurs dames au 01 40 33 9000 dans un instant, mais à suivre aussi. On va parler de la police, mais on va parler du suicide des policiers, tiens, avec Damien Charles à suivre. Maître Gims, à l'instant sur France Maghreb 2, LGF, le grand forum, ravi de vous retrouver, merci de vous accueillir, vous sortez peut-être du travail, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. D'ailleurs, l'Académie d'Orléans, pour le coup, Yousra, vous a fait un petit cadeau sympathique, exactement. Puisque les vacances vont durer quasiment 2 semaines et demie, je crois. Ça commence aujourd'hui, là, les vacances, ça y est, on a 2 semaines et demie de vacances. Et vous reprenez quand? Ah, je sais pas quand on reprend. Pour l'instant, je pense aux vacances, hein. Ah oui. Je sais pas encore bien quand on reprend. Moi, il m'a semblé voir le mercredi 16 mai. Ah d'accord, bah je sais pas très bien. Qui d'ailleurs, pour la petite histoire, sera le premier jour du Ramadan, Inch'Allah. Ah ouais, Inch'Allah. Le Ramadan, tu l'attends avec impatience ou ça? Bah bien sûr, tout le temps, bah oui. Alors comment ça se passe chez toi le Ramadan? Est-ce que
pour rompre le jeûne, par exemple? Est-ce que on mange de manière un petit peu j'allais dire ordonnée avec la harira, je suppose que c'est la harira chez vous. Exactement. Bah nous déjà on commence, quand c'est l'heure de manger, avant d'aller faire notre prière, mes parents m'ont toujours appris, comme le prophète Mohammed alayhi salam faisait, c'était de manger du lait et boire une date avant de, pardon, le contraire, boire du lait et manger une date avant d'aller faire sa prière. On va faire notre prière et puis on revient, on se met à la table avec des œufs durs, le harira exactement, et puis tous les petits mets délicieux que prépare ma maman. Ah oui. Et voilà. tu l'aides un petit peu? Oui, oui, avec ma petite sœur Majda aussi, on l'aide à la cuisine ou mettre la table? À la cuisine, non, on est à la cuisine, mais c'est sûr qu'on fait pas autant que maman. Bah, j'ai envie de dire, on sera tenté de venir goûter, voir ce que ça donne. Bien sûr, on y pense sérieusement d'ailleurs. Vous êtes les bienvenus. Est-ce que Enver et Damien vous conduisez, non? C'est une question sensible. Enver, on se pose même pas la question. Je peux conduire, mais sans permis. D'accord. Non, heureusement qu'il y a Nadir qui peut nous emmener en bécane. Ouais, ou en voiture, y a pas de souci. En voiture, voilà. National 20, c'est direct. Il y a l'autoroute A10, mais elle est chère. Sinon, il y a le train et la SNCF, et le problème, c'est que ça marche mal en ce moment. Non, National 20. Ça va, ce matin, on est venu en train, il y a eu aucun souci. Malik est avec nous au standard avant de passer à la tranchée de notre ami Damien Charles dans un instant. Malik qui nous appelle d'où? Du 77. Dans la Seine-et-Marne. Salut Malik, bienvenue à toi. C'est ça. Salam à toute l'équipe. Vous m'avez ouvert un peu l'appétit là avec tout ça là. Ah oui, pour le coup c'est vrai qu'on a mangé un bon truc au chocolat, ça s'appelle comment d'ailleurs? C'était bon. Des muffins. C'était un muffin chocolat sur chocolat. C'est quoi, il y avait des M&M's non? Ouais. Non, des Smarties. Des Smarties au-dessus, ouais. C'était bon avec le thé et tout ça de Nadir Kaya, on est bien quoi aujourd'hui, je peux vous dire que c'est bien. Hein. Ouais. Dans 3 semaines on fera moins les malins. Bon. Ah ouais. C'est la meilleure période, hein. Saveur du Ramadan, c'est vrai. Ouais. Avec toute cette ambiance, Vous savez, mon seul truc, ma seule angoisse, moi qui suis fumeur, je l'avoue, j'ai ce défaut, c'est ça, c'est le tabac. Ma seule angoisse, c'est ça. Ah. Bah il faut arrêter. Il faut arrêter, exactement. Oui. Les bonnes résolutions du Ramadan. On te souhaite bon courage, ouais, exactement. Merci beaucoup. Prends des résolutions. Voilà. Ouais, t'inquiète. Bon, Malik, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était par rapport à la vie tranchée. Ah, bah on t'écoute. Alors, la vie tranchée de Yousra. De Yousra, simplement pour rejoindre un peu sa petite synthèse. N'oublions pas une information capitale, c'est que la Cour de cassation a condamné l'État en 2016. Oui, à plusieurs reprises, je crois d'ailleurs. À plusieurs reprises pour justement des contrôles abusifs aux faciès. Donc, absolument. C'est pas une légende, c'est pas des statistiques, c'est factuel. Et la Cour européenne des droits de l'homme a également condamné la police française sur ça. Oui, absolument. Donc voilà. C'était bien de l'avoir rappelé, Malik. Une petite anecdote aussi, moi je me suis fait contrôler. Je me suis très rarement fait contrôler. Honnêtement, je peux pas dire que je suis une victime ou quoi. Pourtant, je me balade dans toute l'île de France. J'ai une vraie tête d'arabe. Et honnêtement, franchement, à ma grande surprise, j'étais des fois le seul arabe dans, dans des péages d'autoroute ou même dans des contrôles routiers où j'en regardais devant, derrière moi, parce que j'aime bien comparer, voir un peu. Et honnêtement, il m'arrêtait pas. Tant mieux pour toi, Malik. Il y a pas que des mauvais. Moi, honnêtement, j'ai pas vraiment subi. Pourtant, j'en ai rencontré énormément sur la route, des contrôles, etc. Puisque mon travail fait que je suis toujours sur les routes ou je me déplace même en transport quand il le faut, quand il y a trop de bouchons. Et je rencontre énormément de policiers, etc. Et honnêtement, pour mon cas personnel, je pense être un privilégié par rapport à d'autres. Mais bon, après, c'est genre. Merci Malik. Mais comme on dit à chaque fois d'ailleurs, quand on parle de la police, on ne fait jamais le procès de la police ici sur cette radio, dans cette émission. On parle malheureusement, j'allais dire, d'une petite minorité qui salit ce métier qui est la police, qui sont là pour nous assurer la sécurité et non pas pour nous taper dessus. Par contre, une des rares fois où je me suis fait contrôler, par contre, ça s'est extrêmement mal passé. En fait, j'étais juste pour la petite anecdote, j'étais à la gare de Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne, et j'attendais mon épouse qui descendait du RER, et il y a une voiture de la BAC qui est arrivée. Ils m'ont demandé mes pièces d'identité, etc. J'ai même pas eu le temps de sortir quoi que ce soit. Ils m'ont plaqué au sol, ils m'ont fait clé de bras, ils sont montés sur mon dos, etc. Ils m'ont pris la tête. Il y a un autre collègue qui est arrivé avec une deuxième voiture. Ils sont arrivés, ils lui ont dit c'est pas lui. Ils m'ont laissé comme ça, ils sont partis. Résultat, une côte fracturée. Ah oui. J'ai eu deux doigts cassés, une entorse et puis un problème au cervical.
2 mois et demi d'arrêt, j'ai porté plainte, etc. à l'IGS, classé sans suite. Classé sans suite, eh ben évidemment. La police. Bon, t'es tombé sur des têtes brûlées ce jour-là, on va dire. Merci beaucoup Malik, en tout cas. Bon après-midi. Merci, au revoir. Bonne soirée. Bon, voilà, vous avez vu, il a commencé par dire j'ai jamais été contrôlé, tout s'est toujours bien passé pour moi, voilà. Et puis pour nous dire, pour terminer par cette affreuse expérience quand même. Bien sûr qu'il faut pas généraliser, mais il y a des cas comme ça qui existent, donc. Et on est là pour les donner, pour les révéler. Exactement. Est-ce que notre ami Damien Charles, qui est tout à fait silencieux, est prêt? Évidemment. Et est-ce que de l'autre côté on est prêt? Prêt, très bien. Alors ça commence toujours évidemment par un jingle. Attention, t'as la pression mon cher Damien, parce que Yousra l'a mis la barre haute, j'ai envie de te dire. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Damien va nous parler de suicide au sein de la police. Exactement. Suicide de la police, suicide de la société, 2 points, ça va péter. Alors en 2017, 48 policiers français ont mis fin à leur jour. Une année noire pour la police et une problématique récurrente chez les policiers, qui avaient déjà connu une grosse vague de suicides en 2014, Christophe. Personne n'oubliera ce drame survenu fin novembre 2017, on en parlait en off avec Nadir, où un policier avait abattu 3 personnes après son service avant de retourner l'arme contre lui-même. En janvier 2018, en à peine un mois, 6 nouveaux suicides remplissent la rubrique faits divers des journaux. Le 7 février, un policier se suicidait suite à une affaire de harcèlement moral. Le lendemain, une nouvelle tragédie survient à Béziers. La semaine suivante, c'est un nouveau drame au Haut Commissariat de Montluçon. Et enfin, il y a un mois, un gendarme mettait fin à ses jours devant ses collègues dans sa caserne à Rennes. On a un vrai problème, Christophe. Selon un rapport de l'INSERM, le risque de suicide dans la police est supérieur de 36% par rapport au reste de la population. De manière générale, les causes de ce phénomène, elles ne sont pas toujours liées aux conditions de travail. C'est-à-dire, il y a également les problèmes passionnels, maritaux, etc. Mais ces chiffres invitent à prendre de recul quant au métier de policier. Ils indiquent un malaise persistant qui puise ses racines dans leurs conditions de travail. Aussi, pour endiguer le phénomène, donc le ministère de l'Intérieur avait récemment annoncé une série de mesures qui allaient allouer donc des fonds à la prévention, avec notamment le recrutement de psychologues, la redynamisation de cellules de veille, Mais le problème, c'est que ces premières mesures, même si elles sont importantes, elles sont très largement insuffisantes. Et pour endiguer donc ce malaise qui est beaucoup plus profond, il faut aller beaucoup plus loin. Selon une autre étude, donc universitaire, qui est sortie il y a quelques mois, cette fois-ci, elle a été réalisée avec un échantillon de 700 policiers. Donc c'est vraiment pas négligeable, on a un panel assez large. La conclusion est sans appel. L'organisation de la police, sa structure et son management contribuent à créer un climat de stress chez les policiers et à réduire leur performance. Pourquoi du stress ? Tout comme pour les infirmiers et les travailleurs sociaux, le métier de policier, c'est quand même exigeant sur le plan émotionnel. Confronté donc à la misère humaine, à la violence, à la mort, au terrorisme, les causes elles peuvent être en fait très nombreuses. On en parle peu par exemple, mais même les tentatives de suicide dans les commissariats concernent des personnes interpellées et ces suicides-là sont en forte augmentation. Dernière tragédie, la semaine dernière, un homme interrogé qui s'est défenestré du commissariat de Narbonne. Des événements qui peuvent déclencher un syndrome d'épuisement émotionnel. On va donc, pour cette partie-là, parler de stress opérationnel. Donc le stress opérationnel, et l'autre stress qui va être le stress fonctionnel, ça va être finalement le stress majoritaire. Parce que Christophe, on l'oublie trop souvent, mais de nombreux policiers consacrent une bonne partie de leur temps à effectuer des tâches administratives. Et dans les témoignages collectés, beaucoup mettent au premier plan le stress lié aux conditions de travail. Et pourquoi ? Parce que ces conditions de travail, ils les jugent indignes. Manque de moyens, manque d'effectifs, quotas à remplir, ceux qui prennent le risque de témoigner à visage découvert disent se sentir dévalorisés, parfois humiliés par leur hiérarchie. Évidemment, vous connaissez tous cette affaire sur l'insalubrité des locaux, qui a été pointée donc par l'UNPI, l'Union nationale des policiers indépendants. En août 2017, ils avaient lancé un concours photo des commissariats les plus pourris de France. Près de 1000 photos ont été récoltées. Au menu, on avait des cafards sous les bureaux, on avait des couloirs inondés, on avait du moisi sur les dossiers dans les placards. Et le grand gagnant, c'était, et j'espère que les habitants de Coulommiers ne seront pas trop tristes à l'entendre, le commissariat donc de Coulommiers était le grand gagnant avec des murs éventrés et des voitures de police sans porte.
Selon donc cette étude académique que je citais précédemment, les travaux montrent que l'organisation policière a vraiment sa part de responsabilité dans l'état d'épuisement des policiers. Prenons par exemple le cas des CRS. Le climat de stress collectif, d'abord lié au déplacement incessant des compagnies et le roulement des effectifs à flux tendu. Un coup on fait une semaine à Calais, puis la semaine suivante on va à Notre-Dame-des-Landes, puis une semaine dans les manifs. Ça produit ce que l'on appelle en psychologie une contagion émotionnelle entre les policiers. Et ça a deux conséquences. La première conséquence, c'est un ras-le-bol de la part de ces policiers. Parce qu'en outrepassant leur devoir de réserve, ils vont risquer une suspension, voire une radiation, mais ils en sont capables. En septembre 2017, 1500 CRS se mettent en grève pour se plaindre de leurs conditions de travail. Parmi eux, les 20 motards qui devaient accompagner Emmanuel Macron ce jour-là à Paris. Quand même un événement assez incroyable. Le gouvernement venait de décider de différer le délai de paiement d'une de leurs indemnités. C'est ça donc qui a conduit à ce ras-le-bol. On a également une deuxième conséquence, et celle-là on en a déjà parlé avec les auditeurs et auditrices qui nous ont appelés tout à l'heure, mais également avec Yousra. Lorsque les nerfs lâchent, la déontologie aussi. Les bavures s'accumulent, on a des blessés graves, parfois des homicides, et une défiance généralisée à l'égard de ces représentants de la loi qui eux-mêmes se sentent incompris. Un vrai cercle vicieux. En réfléchissant à cette problématique, Christophe, j'ai désormais une intime conviction. Il y a deux enjeux incontournables, à mon sens, pour que la société civile lutte contre les violences policières. Un, que la société civile traîne devant les tribunaux les policiers qui outrepassent leurs droits. Ça, c'est pas négociable. Deux, que la société civile défende massivement les droits et les conditions de travail de ces policiers, tout simplement parce qu'eux-mêmes n'ont pas le pouvoir de le faire. Sans cela, et pour reprendre le sujet du Yousra, le cercle vicieux va se perpétuer et on ira progressivement vers un suicide sociétal. Et tôt ou tard, je sais pas de quel côté, mais ça va péter. Merci Damien. Yousra, petite réaction donc moi je suis d'accord avec Damien sur tout ce qu'il a dit. Je trouve que c'est un problème dont on parle pas beaucoup, et ça rejoint forcément cette problématique que je mettais en évidence du cercle vicieux. Et finalement il y a des répercussions, et peut-être ces répercussions seront également dans les relations entre la police et la jeunesse. Mon cher Nadir ? Non, oui, ça rappelle la société dans laquelle on est tous concernés par cette situation, notamment des policiers. Ça démontre que la politique du chiffre ne fonctionne pas, qu'elle a des responsabilités graves, et qu'aujourd'hui, comme le dit Damien, ça peut péter. Mais quand on voit que la police, qui est censée nous sécuriser et garantir le droit, le respect sur le territoire, et qu'elle est dans une situation aussi critique et défavorable, ça devrait alerter très rapidement Monsieur Emmanuel Macron sur cette situation pour trouver une solution sur du long terme. On va du côté d'Orléans, puisque Nawel nous y attend. Bonjour Nawel. Oui, bonjour l'équipe de France Maghreb. Alors déjà, je suis contente de vous avoir au téléphone. Bonjour Nawel. Bonjour à Yousra. Alors je vous appelle parce que, en connaissance de cause, j'étais dans la police nationale d'Orléans. Très bien. Commissariat de police d'Orléans. Et en fait, tout ce que Yousra a dit, tout ce que le monsieur vient de dire, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. J'ai été témoin, j'ai été avec l'équipage. Et ils contrôlent au faciès, il y a énormément d'injustice, mais c'est pas ça le truc, c'est que ensuite, quand ils sont ramenés au poste, ils sont traités comme de la merde. D'accord. Okay. Mais vraiment, c'est véridique. Moi, j'ai arrêté de bosser avec eux, mariée, et j'ai eu des enfants, donc j'ai complètement arrêté. C'est pas mon truc. Trop d'injustice, même par rapport à moi qui ai bossé avec eux, c'était juste pas possible. Vous étiez quoi exactement? C'était quoi votre rôle? Moi j'étais adjointe de sécurité dans la police nationale. D'accord. J'avais un contrat de 5 ans. Ouais. On m'a appelé pour renouveler 1 an, j'ai dit non. Et le racisme entre collègues? Franchement, honnêtement, moi l'équipe dans laquelle j'étais par la suite, ils vont dire oui, on n'aime pas, mais pas toi, Nawel. Toi t'es pas comme les autres. D'accord. Ouais. Voilà, toi t'es pas comme eux ou différente. Enfin, franchement, j'ai bossé avec eux et maintenant, quand je les vois, le truc que je dis, c'est faux. Voilà. Ah ouais. Franchement, dès que je les vois, je dis faux, il me dégoûte. Mais en fait, ceux qui sont ceux qui interpellent dans la rue, ceux qui arrêtent les gens, sont les plus mauvais. En fait, ils vont s'acharner sur la personne parce que au-dessus, comme dit monsieur, c'est un cercle vicieux.
En fait, le mec, il va avoir une sale journée, et bah tiens, je vais contrôler celui-là, bah tiens, bah viens, je vais le faire chier, et bah tiens, en fait, ils cherchent, ils grattent. Puis après, bah ils sont contents, ils sont satisfaits de leurs bêtises. Ah ouais, on va juste pas généraliser, si vous permettez. Voilà, mais pas tout. Alors justement, on généralise pas, parce qu'en général, ceux qui sont gradés, ceux qui sont en civil, et ben ils sont meilleurs, ils sont beaucoup plus sympas que ceux qui sont en tenue. En tout cas, bien sûr. Vous avez, je suppose, écouté l'avis tranché de Damien, qui parlait aussi de leurs conditions de travail, qui sont dramatiques aussi, peut-être qui peuvent aussi conduire à un stress. Bah, oui, parce que quand on a parce que moi j'étais dans un bureau. Et quand on a j'étais dans un bureau mais actif, mais quand on a des dossiers ou un truc comme ça, mais en fait il y a les capitaines, commandants au-dessus, ben ils sont là, en fait ils sont toujours sur notre dos, les statistiques, les dossiers, les statistiques. Ben, au bout d'un moment, ben les collègues, ben ils pètent un câble. C'est ça. Merci Nawel en tout cas pour votre témoignage. Merci beaucoup et vous faites du bon travail. Merci beaucoup Nawel. Merci encore. Merci Nawel. Madame la policière. Enfin ex. Non, ex. Ok, elle y tient. Merci beaucoup. Nawel, à bientôt du côté d'Orléans. 102.6 la fréquence pour nous écouter là-bas. Tiens, on va parler un peu du chômage, puisque les nouveaux chiffres donc du chômage, avant c'était une fois par mois à 18h, et désormais une fois par trimestre, peut-être pendant qu'on en parle moins, c'est à midi. Les chiffres tout frais avec une baisse de 0,9%. Ça confirme une tendance déjà amorcée. 3 700 000 personnes sans aucune activité professionnelle. C'est 32 000 chômeurs de moins qu'à la fin de l'année dernière. Une baisse légère, même pas 1%, mais qui permet de retrouver un niveau encourageant, le plus bas depuis 2014. Lol. La fin 2017 avait déjà été marquée par une légère baisse. Les 3 premiers mois de 2018 confirment donc cette tendance qui suscite des espoirs des chômeurs comme des autorités. On notera que certes le nombre des demandeurs d'emploi sans aucune activité se réduit. En revanche, le nombre de ceux qui travaillent au moins occasionnellement et continuent de chercher un emploi durable augmente, plus 1,5%. Ils sont 2 200 000 dans ce cas. En cause, la précarisation du marché du travail depuis une dizaine d'années, plus de contrats courts et les carrières moins stables, un double mouvement donc, à la fois moins de chômeurs sans aucune activité et plus de chômeurs par alternance, si l'on peut dire. Conséquence donc, le nombre d'inscrits à Pôle emploi reste au même niveau record qu'à la fin de l'année dernière, 5 930 000 inscrits. Voilà le chiffre qu'il vous fallait retenir aujourd'hui, mon cher Damien. Non, ça t'évoque quoi tout ça? C'est bon pour PTDR. PTDR, pourquoi PTDR? Ben c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la machine médiatique, lorsqu'on publie les résultats, ne s'intéresse qu'aux chômeurs de catégorie A, se gargarise du fait que le chômage baisse, alors qu'en fait la catégorie C, qui est celle des travailleurs ultra précaires, explose, et on ne parle jamais de la catégorie D, qui est de ceux qu'on a forcés à aller en formation, sinon ils se faisaient sucrer leurs acédiques. Ouais. Et ceux qui sont en catégorie D, c'est pas dit qu'ils trouvent du travail, parce que c'est bien de faire une formation de grutier pendant 18 mois, mais s'il n'y a pas de grue à conduire après, tu retournes en catégorie A. Et ça a été la grande stratégie de la fin du quinquennat de Hollande et du début du quinquennat de Macron, qui a dit on va filer des formations à tout le monde, on va former les gens, tous azimuts, on sait pas à quoi on va les former, mais c'est pas grave, on les forme. Les forme. Et où sera le chômage, ça t'inquiète? Je trouve que oui, dans un pays comme la France, je trouve que c'est extrêmement... On n'espère pas qu'il sera confronté, mais ça peut arriver. C'est inquiétant. Justement, c'est ce que j'allais aborder, parce que nous, on fait des études, mais de plus en plus en cours, nos professeurs nous disent que limite maintenant un doctorat, c'est considéré d'une manière normale, quoi. Il faut avoir un doctorat. Sauf que ça représente beaucoup d'années d'études pour nous, et peut-être que le cadre des études nous intéresse pas beaucoup. Du coup, on a plutôt une image de l'avenir qui est plutôt assombrie. C'est quoi ton parcours, toi? On rappelle peut-être aux auditeurs qui nous rejoignent. Alors, moi, j'ai eu un bac littéraire l'année dernière. Ouais, avec mention. Mention bien, oui. Ouais, très bien. Merci. Et d'ailleurs, en parlant de très bien, maman voulait une mention très bien. Je suis désolée, maman, je l'ai pas eu. T'as eu la mention bien déjà, c'est bien. Voilà. Ouais. Et là, je suis en première année de prépa littéraire. Voilà. T'aspires à faire quoi comme métier? Moi, j'espère être humanitaire plus tard. Humanitaire. Voilà. Logisticienne humanitaire plus précisément. Oh. T'as déjà une idée de l'ONG? Non, pas encore, mais si t'as besoin qu'on t'aide, on va t'aider. Ok, y a pas de souci. On en connaît des ONG. Il y a le domaine du cinéma également qui m'intéresse. Ah oui. Donc, voilà. Ouais. Ah, d'accord. Mais pas genre Nabila. Hein. Non. C'est ma filleule, hein. Ouais. Non, c'est pas du cinéma ça pour moi du tout. Non, c'est de la télé poubelle. Voilà. Mustapha, tiens, avant la pub, avant Libertad. Mustapha, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bon, moi j'appelais, c'est par rapport au force de l'ordre de police. Oui, Mustapha, tu nous appelles d'où d'abord? Pardon? Tu nous appelles d'où? Damien.
Tes papiers d'identité, Moustapha, t'es en règle? Ouais, comme toujours. Bon, vas-y, on t'écoute. Donc, je te disais, moi, je trouve que la police nationale manque de formation. On comprend absolument rien, je sais pas si t'as un Il a dit raison que la pour- police de nationale. formation. Ah, d'accord, pardon. La formation, c'est pas comme chez les gendarmes. Les gendarmes, j'ai l'impression qu'ils sont mieux formés. Exact. Ah ouais, t'as raison, Moustapha, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ils ont une certaine discipline à avoir, c'est rien que dans l'enceinte, dans l'organisme de la gendarmerie, que je trouve qu'il n'y a pas dans la police. Ouais, c'est vrai, on a pu le remarquer, même de la manière dont ils vous arrêtent. Généralement, les gendarmes ne tutoient pas d'abord. Déjà, ils ne tutoient pas, c'est vrai, ils vous voient, et ils ont une certaine discipline. Ouais, c'est vrai. Dans la police, on la voit pas, cette discipline-là entre eux. Ouais. Je vois déjà quand moi j'étais déjà fait contrôler par une équipe de police, déjà entre eux ils se parlent, même tu vois, ils sont, c'est bizarre. Ouais. Voilà, même, et je trouve qu'en fait c'est ça qui est le défaut qu'il y a dans la formation de police, c'est que je trouve qu'elle est courte, il y a pas assez, c'est pas comme la gendarmerie, on fait ses classes en 6 mois ou 1 an, je crois, comme ça déjà. Et Ah, mais c'est on militaire passe, aussi. Ouais, c'est Ah, militaire. c'est pour ça aussi, il y a la discipline, etc. Ils l'apprennent. Merci Moustapha en tout cas pour ton témoignage. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2. Ah bah là. On n'a pas eu l'avis de Nadir sur le chômage. Oui, alors Nadir, le chômage. Non, mais moi je suis pas un spécialiste du fait. Simplement, ce que je peux dire que se satisfaire d'une baisse aussi peu importante démontre à quel point on est dans une situation critique. Après, on sait très bien que les politiques se jouent des chiffres pour faire croire qu'il y a une tendance à la baisse, pour éventuellement conforter leurs propos ou leur ligne politique. Donc c'est un jeu qui est malsain et malheureusement on voit la réalité en bas de nos quartiers ou de façon générale en France et même si on nous annonce une petite baisse, c'est pas suffisant au regard des difficultés que les Français rencontrent pour la plupart d'entre eux. Bon, dans un instant, est-ce que tu connais Libertad, Yousra? Non. Ah, bon, tu t'écoutes pas bien le grand forum alors, hein, je tiens à te le dire. J'écoute, mais pas en entier. C'est Bon, plus ce moment. le Libertad, c'est le moment où les auditeurs peuvent nous appeler en toute liberté. Je ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. Je les décroche en direct. Et sans filtrage, dans un instant, ne bougez pas. Le grand forum pour finir la dernière partie à suivre. LGF, le grand forum. On fait de la gym dans cette émission, c'est formidable. Hein, voilà, on fait de l'antenne. Vous êtes bien en direct sur France Maghreb 2, bien sûr. Dans votre émission, le LGF, le grand forum. Alors, Yousra de cette émission se termine donc tous les jours par ce qu'on appelle communément Libertad. Voilà, alors Libertad, c'est quoi? C'est les auditeurs qui nous écoutent un petit peu partout d'ailleurs en France, mais également dans le monde. On a déjà eu des appels de Pennsylvanie, Canada, quelques pays à l'étranger. 0033 40 33 9000 d'ailleurs pour celles et ceux qui nous appellent de l'étranger, mais aussi de France. 01 40 33 9000. C'est le moment de prendre votre téléphone, de nous appeler et d'utiliser cet exercice qui est Libertad. Première, on va peut-être prendre quelqu'un tout de suite. Bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, c'est le docteur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, docteur. Voilà, donc en un mot, je réponds à la question de la présence française au Proche-Orient. Il a bien étayé monsieur Sofiane tout à l'heure. Oui. À part le Parti Socialiste et en tête, monsieur Hamon, il peut changer, monsieur Benoît Hamon, même de nom du parti. Toute la classe politique française de gauche et de droite sont debout pour équilibrer le Proche-Orient. C'est pas des suivismes. On attend impatiemment le retour des gaullistes. Et pour votre collègue là qui a dit l'armée israélienne est rentrée le 13 juin 1967, pas le 13 mai, après la guerre de juin. Et bon courage, bonne soirée. Ah, autant pour moi. Merci docteur. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup docteur. 01 40 33 9000. Ah oui, ils font vachement gaffe parce qu'on dit, ils ont raison d'ailleurs. Hein, quand on dit des conneries, ça peut arriver. Et ben ils sont là pour nous remettre dans le droit chemin. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, Kamel au téléphone. Salut Kamel. Bon, je salue tout le monde, simplement, je réagis très vite sur la police-justice. Il est bien évident qu'il faut être à côté de toutes les associations qui œuvrent depuis de grandes années pour justement redonner un droit, un véritable droit. Quant à la police, bien évidemment, avec tout ce qu'on a pu voir, il faut condamner ce qui est condamnable. Je rends hommage, véritablement, je prends ces quelques secondes pour rendre hommage au très grand travail que les grands frères et les grandes sœurs ont réalisé durant des décennies. Elles se sont mobilisées, il faut leur rendre hommage, rien n'est perdu. Et merci, je voudrais dire encore à tous ceux qui nous écoutent de bien
de bien capitaliser tout ce que l'on entend aujourd'hui sur les musulmans, les déclarations, les espèces de pétitions qui naissent. C'est un excellent travail qui est fait, puisque ça nous permet tout simplement de bien reconnaître ceux qui se sont révélés être les ennemis de notre communauté. Merci Kamel, merci à toi. Ciao ciao. Bon, c'est quelques dernières minutes pour Yousra. Ton impression d'abord? Ah bah ça va, j'ai passé un bon moment, c'est passé vite, j'ai même pas vu le temps passer. C'est vrai. Nadir, qu'est-ce que t'as pensé de Yousra? Non, très prometteuse, donc intéressant dans son analyse, ses propos. Merci. Yousra, est-ce que si toutefois tu gagnes ce concours, est-ce que tu seras dans la possibilité de venir participer à quelques grands forums et te glisser dans la peau d'une chroniqueuse? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Bon. Aucun problème. Eh ben écoute, Damien. Mais de toute façon, même si elle gagne pas, même si elle ne gagne pas, elle viendra au forcing, c'est moi qui vais forcer la porte. D'accord. Dis-moi, Yousra, une petite question. Oui. Est-ce que tu as voté l'année dernière? Oui, j'ai voté. D'accord. Donc Voilà. tu as voté pour la première fois? Oui, c'était la première fois, oui. Ouais. Est-ce que t'as été... Ah, tu vas pas lui demander quand même ce qu'elle a voté. Non, non. Je peux le dire, y a aucun problème. Bah vas-y, dis-le alors, vas-y. Alors au premier tour, j'ai voté pour... Ah, je me souviens plus. Ah. Blanc, blanc, non, c'est Philippe Poutou en version féminine, Philippe Poutou. mais je me souviens plus comment elle Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud. Exactement, Nathalie Arthaud. Intéressant. Voilà. D'accord. Et au deuxième tour? Bah forcément, j'ai voté pour pas que Le Pen elle passe, donc j'ai voté Macron, quoi. Très bien. Bon, en tout cas, on a passé un très très bon moment, Yousra. moi aussi. Vraiment, t'es la bienvenue quand tu veux dans cette émission. Super, et vraiment, elle a super bien travaillé. Et j'invite Farah et Kenza à en faire autant, hein. Voilà, bah oui, y a pas de problème. Hein. Pas de soucis. Ah ouais, c'est vrai. Attendez, faites pas les manines parce que le jour on va vous mettre devant l'exercice, on va voir comment vous allez vous en sortir. Bon, comment vous avez trouvé Yousra, les filles? Super. Ouais. Vous êtes fiers d'elle? Ouais. Bon. Ah là là, trop Si mignonne, jamais trop Yousra gagne, Oui. est-ce qu'elle a le droit d'organiser son émission spéciale? C'est-à-dire? Eh ben, sur le thème qu'elle veut. Ah bah écoute. Ah non mais Et qu'est-ce que c'est que ces bruits parasites alors, là? je crois que Enver là, il a quelque chose contre moi, je crois, ce soir. Hein. Voilà. Hein, Christophe, c'est toi l'animateur, banco. Écoute, c'est difficile de Si refuser elle gagne. quoi que ce soit, Yousra. Voilà. Si donc, elle gagne. Ah, merci, voilà. merci. C'est la classe, Yousra. Merci en tout cas. Merci et on a beaucoup, passé un merci super à vous, moment. merci. J'espère te revoir très vite. Eh ben, Et très le bien. 20 juin, les filles, vous êtes invités au Cabaret Sauvage. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Vous êtes tous les trois invités. Il va y avoir des grosses têtes d'affiche. Elles attendaient que ça depuis le début de l'émission. Elles attendaient que ça toutes les deux là derrière. Bon, bah voilà, vous êtes invités. Tu pourras ramener ta maman, tiens, ma Ouais, chère. y a pas de souci. Bah oui, maman. Venir en famille parce qu'on vous invite. Voilà. Merci Bah en tout cas, Yousra, merci beaucoup. À très vite. Merci à vous surtout de m'avoir accueilli et pour cette belle émission. Ça c'est super. Et allez taguer sur Christophe le Grand Forum la vie tranchée de Yousra. Allez le revoir et encouragez-la parce que voilà. Merci beaucoup. Grande force à toi Merci et à tous très les vite. auditeurs, au revoir. Merci à tous. Demain, on change d'équipe demain puisqu'on aura Maïssa Leroy qui sera avec nous entre 16h et 18h et puis une petite nouvelle qu'on va découvrir demain. Elle a seulement 23 ans et elle est déjà spécialiste. Elle fait des études d'histoire, spécialiste dans le Moyen-Orient justement. Ça tombe bien. Le Maghreb également. Donc on va se régaler demain. Et puis vendredi, tiens, celui qui fait le malin depuis tout à l'heure, Voilà, Enver voilà, de Santos, exactement. qui On j'ai t'attend, l'impression, Je vais m'occuper de son cas. j'ai l'impression que Enver choisit ses jours puisqu'il sera entouré de Fatima Wassak et de Nadia Lazouni comme par hasard. Enver est toujours là. Il faut quand que les des auditeurs femmes. et auditrices sachent qu'il est actuellement en train de danser dans le studio. Voilà, Ouais. et il fait des positions tout à l'heure. Il a dit que Farah c'était une cassos. Là, il fait la même chose. Voilà. Bon, bonne soirée à le tous. mimétisme. Merci Nadir. Merci à vous, merci Christophe. Oh, mon Merci. Dieu. Oui, bon, il est temps que ça s'arrête. Ouais, Allez, dans un Allez, instant, Medja et sans Mignon Marine. Oui, Marine, mais pas. Oui, la vraie Marine, quoi. Oui, on est d'accord. Le flash de 18h à 18h01, c'est sur France Maghreb 2, c'est le flash donc de Marine Garel. Excellente soirée, à demain 16h. Salut tout le monde, ciao, bonne soirée. Bonjour à tous. Le gouvernement a présenté aujourd'hui un plan sur les pesticides et les produits phytopharmaceutiques. Le but, réduire rapidement l'utilisation dans l'agriculture des substances les plus préoccupantes pour la santé et l'environnement. Parmi les mesures annoncées, la modification de la redevance pour pollution diffuse pour mieux tenir compte de la dangerosité des produits, mais aussi une surveillance nationale des pesticides dans l'air ambiant sera mise en place avec une campagne exploratoire cette année. Des défenseurs de l'environnement ont jugé que le plan n'allait pas assez loin. La première publication trimestrielle des chiffres du chômage par le gouvernement montre que le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité s'est réduit de 33 300 personnes au premier trimestre en France métropolitaine, soit une baisse de 1%.
La présidente de la communauté de Madrid, Cristina Cifuentes, une figure du Parti populaire, vient de démissionner. Elle est accusée d'avoir falsifié un diplôme universitaire et d'avoir commis un vol dans un magasin en 2011. Selon l'émissaire américain Christopher Ford, les États-Unis ne veulent ni rouvrir l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015, ni le renégocier. Ils espèrent corriger les défauts du texte initial par un accord complémentaire. Le président français Emmanuel Macron, de son côté, a proposé mardi qu'un nouvel accord, je cite, sur le nucléaire iranien, permette notamment de bloquer toutes les activités nucléaires iraniennes jusqu'en 2025 et au-delà. Les comptes internet du terroriste qui a tué 10 personnes hier à Toronto à la voiture bélier ont commencé à parler. Alex Minassian se revendique des incels, un groupe dont le nom est la contraction de l'expression célibataire involontaire, un groupe qui martèle leur haine des femmes. Cet attentat n'est pas sans rappeler celui d'Elliot Rogers en mai 2014. Il avait tué 6 personnes, expliquant vouloir se venger des femmes qu'il avait toujours rejetées. Enfin du sport, puisque c'est la suite des demi-finales allées de la Ligue des Champions. Ce soir, le Real Madrid affrontera le Bayern Munich dès 20h45. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.